Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Agathe Presselin et avec moi il y aura Simon Eyus, Bonjour. Alexandre Caoudal Salut. et Simon Le Glouan. Salut. Aujourd'hui, je me charge exceptionnellement de présenter cet épisode, Simon Eyus s'octroyant un peu de repos bien mérité. Repos tout relatif cependant, puisque, on l'a entendu, il est tout de même parmi nous. Parmi nous pour que nous parlions tous les quatre aujourd'hui d'un film qui s'appelle La Mouette et le Chat. Alors La Mouette et le Chat, c'est un film réalisé par Enzo Dallo. Il est d'abord sorti en italien en 1998 et puis après en France en 1999. Ces dates ont un peu d'importance pour la suite de ma présentation. C'est le deuxième long métrage spécifiquement pour le cinéma de Enzo Dallo, qui est un réalisateur qui débute au début des années 90 et qui, on le verra peut-être par la suite, joue un rôle important dans une sorte de nouveau relancement et aussi nouvelle reconnaissance vis-à-vis du cinéma italien d'animation qui avait pu se montrer moribond pendant les années 1980. Je vais donner les grandes lignes de l'histoire palpitante de La Mouette et le Chat avant de donner la parole à mes camarades. Alors, La Mouette et le Chat, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce film, est l'histoire du chat Zorba et de sa bande d'amis qui sont également des chats, qui coulent des jours à peu près paisibles dans la ville de Hambourg et qui passent leur vie sur le port et en bord de mer, détail important pour la suite de l'histoire. Et ils s'occupent essentiellement à chercher de la nourriture et à espionner les rats, qui sont en gros leurs grands ennemis. Tout ça est plutôt relatif au quotidien quand tout bascule, le jour où la mouette Kenga, qui vient de se faire mazouter, échoue dans le jardin de Zorba et va lui confier son œuf. Donc quand elle échoue dans le jardin, elle a encore son œuf dans le ventre, elle va l'expulser ou accoucher, je ne sais pas comment on dit, et à partir de là, elle va confier 3 missions à Zorba le chat, des missions paradoxales au regard de ce qu'est Zorba. Elle va lui faire promettre de couver cet œuf jusqu'à l'éclosion, elle va ensuite lui faire promettre de protéger le bébé mouette à venir, et puis enfin de se charger de son éducation et plus précisément de lui apprendre à voler. Donc ça, dans les grandes lignes, c'est clairement le programme de tout le film. Et ce film va être un peu une espèce de succès, alors en Italie, mais alors en France, ça va avoir un espèce de succès phénoménal, notamment en salle, mais surtout ce film, c'est une sorte de hit scolaire, ça veut dire qu'il va complètement cartonner dans le milieu de l'éducation nationale française. Donc il va être complètement incorporé à tout un tas de programmes de sensibilisation de la jeunesse au cinéma d'animation, ou alors ça va être un peu le film chouchou des professeurs qui n'ont pas envie de donner cours à leur classe pour tout un tas de raisons valables, par exemple avant les vacances d'été, si bien que tout à l'heure quand je vous disais « oui, il est sorti en 99 », c'est important, car tous les gens qui ont grandi, on va dire, au début des années 2000, ont probablement eu la chance de voir ce film dans ces conditions, ce qui me permet de faire une transition à peu près intelligente. Je vais demander à mes camarades, certes, ce qu'ils ont pensé du film, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'ils ont vu ce film dans leur enfance, et si ils l'ont vu pendant leur enfance, est-ce qu'il y a eu, comment dirais-je, un phénomène de vision? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial en redécouvrant ce film presque 20 ans après son premier visionnage? Et je vais commencer avec Simon Le Glouan. Alors, La Mouette et le Chat, effectivement, moi je l'ai vu étant enfant et ça m'a pas mal marqué. En fait, c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu à l'époque. Je pense que j'ai dû le voir plusieurs fois en un temps assez rapproché. Je l'ai pas vu à l'école pour le coup, c'est mes parents qui devaient avoir la cassette ou un truc comme ça, ou qui l'avaient enregistré à la télé. Et par contre, effectivement, je l'avais jamais revu depuis. Donc je l'ai vraiment redécouvert, effectivement, temps après première découverte du film. Et c'était assez étonnant ce revisionnage. Parce que beaucoup de choses avaient changé. Bon, bah ça, c'est le propre de revoir un film pas mal d'années après sa découverte. Mais un peu plus que dans d'autres expériences que j'ai pu faire récemment. Parce que récemment, j'ai fait cette expérience avec plusieurs autres films dont je parlerai peut-être plus tard. Et celui-là était assez déceptif, mais pas que, hein. Mais il y avait quand même un truc où le film était finalement tout d'un coup beaucoup moins important que ce que j'aurais cru, en me le remémorant simplement. Par exemple, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai découvert carrément toute une portion du film qui ne concernait ni la mouette ni le chat, en fait, qui concernait plutôt les espèces de querelles de quartier entre la bande de chats et quelque chose que t'as pas évoqué d'ailleurs, Agathe, parce que finalement, à l'image de ce qu'on en ressent dans le film, c'est vraiment un à côté qui est pas forcément nécessaire, c'est toute leur querelle avec une espèce d'empire des rats qui veulent dominer le port, et dans des péripéties pas forcément passionnantes. Et d'ailleurs, le film commence là-dessus, sur les chats qui imaginent tout un plan comme ça pour aller attaquer les rats, pour les empêcher, pour empêcher leur manigance. Moi, c'est marrant, j'avais complètement oublié cette séquence, et j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que le film commençait sur le vol de la mouette, au-dessus de la mer et au-dessus des bateaux. Et quand j'ai vu le film commencer sur les chats dans le port, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas deux versions du film? Et c'était très, très sincère hein, comme pensée. Je me suis vraiment dit peut-être que j'avais pas vu la même version. Parce que mon cerveau
avait pas des souvenirs hyper précis du film, mais s'il pensait bien en avoir un, c'était celui-là. Et donc c'était très surprenant pour moi d'avoir, squeezé une partie du film à ce point-là. Les 2 souvenirs forts que j'avais en fait du film, ils étaient quasiment intacts. C'était ce souvenir du moment où les mouettes volent au-dessus de l'eau, qui vont jusqu'au moment où donc, la mouette dont j'ai oublié le prénom se fait engluer dans le mazout. Parce que c'est une séquence qui est forcément, on y reviendra peut-être, hein, mais très marquante quand on est enfant, parce que c'est une séquence quasiment de mort en fait en direct. Alors pas tout à fait, mais presque. Et surtout c'est très violent, parce qu'on voit vraiment cette mouette qui est recouverte de mazout, qui n'arrive plus à bouger, qui crie au secours, etc., etc. Donc c'est assez fort quand même comme image. Et j'avais une autre scène qui m'avait, c'est marrant, qui m'avait marqué et dont je me souvenais vraiment à l'image près, au plan près. C'est l'image de la naissance de Afortunada, du coup, qui s'appelle d'ailleurs Félicité en français. Je sais pas quel nom on va adopter ici, mais je préfère Afortunada, je trouve que c'est un peu plus beau que Félicité. Et donc, c'est le moment où elle naît, donc où il y a Zorba qui croit avoir cassé l'œuf. Ça, c'est une séquence qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Et donc, elle naît, il y a son premier repas. Cette scène-là m'avait beaucoup marqué, je l'ai retrouvée quasiment intacte. Vraiment, quasiment au plan près. Tout le reste était quand même assez flou dans ma tête. Et même les autres points d'intérêt du scénario, donc cet affrontement avec les rats, en fait, tout ce qui n'était pas lié à la relation entre Zorba et les mouettes, que ce soit la mère ou la fille, tous ces passages-là, je les avais un peu squeezés. Et c'est marrant parce que finalement, je trouve que même en étant enfant, on fait une belle sélection. Finalement, on reçoit déjà le film d'une manière qui est intéressante parce que je trouve aujourd'hui que c'est les parties les plus intéressantes du film, si ce n'est les seules parties un peu intéressantes du film. Et du coup, je trouve que c'est marrant que j'en ai gardé déjà, que je l'ai comme filtré en fait à l'époque pour en garder que ces moments marquants. Je me souvenais juste aussi d'une dernière chose, c'était que j'avais été beaucoup perturbé par la croissance rapide de la mouette qui change de design en cours de film. C'est un truc qui m'avait beaucoup dérangé quand j'étais petit, ainsi que par la fin très abrupte et hyper dure en fait, que j'ai aussi trouvé à nouveau assez dur, et qui questionne pas mal sur même le rapport à la différence qui est soutenu par le film. Ça, on pourra en reparler aussi, je pense, sur ce que nous racontait le film en fait. C'est un film très moral. Et donc voilà, je parle beaucoup, mais c'est un petit débrief déjà que je peux faire des 2 versions du film que j'ai pu voir à 2 différentes périodes de ma vie. Non, mais c'est très bien parce que je relève déjà pas mal de choses pour la suite et je vais poursuivre en demandant maintenant à Alexandre, parce que je sais qu'Alexandre, toi aussi, tu fais partie des gens ayant vu le film jeune. Je l'avais découvert enfant aussi, oui, mais je suis plus sûr dans quel contexte exactement. Je sais que je l'avais vu en salle, mais je ne sais plus si on avait eu droit à une séance spéciale avec l'école primaire ou si c'était mes parents qui m'y avaient amené. Mais ça fait partie vraiment des quelques premiers films avec, je crois, La prophétie des grenouilles et Shrek, qui ont dû être les premiers films que j'ai vus en salle étant enfant. Et un peu comme toi, Simon, j'ai fait l'expérience très particulière qui est pas si courante au final. Enfin, ça arrive assez peu de se confronter à nouveau à des choses qu'on a découvert étant enfant. Parce que c'est des choses qu'on regarde de très loin étant adulte et qu'on considère ne plus avoir grand-chose à nous dire ou à nous procurer. J'ai un peu dissipé une brume sur des tonnes de passages en fait que j'avais parfaitement oublié. Comme toi, Simon, j'avais un net souvenir de la scène où Kenga se prend dans la marée noire. Ça avait été terrible pour moi, enfant. D'autant qu'à l'époque, c'était très présent dans l'actualité. En fait, on entendait parler du bateau de l'Erika, de différentes marées noires comme ça qui touchaient parfois les côtes françaises. Donc c'était quand même assez présent, je veux dire. Tu faisais le lien avec des images qui étaient montrées en fait au journal télévisé. Et en revanche, la deuxième scène qui, elle, c'est curieux parce que je l'avais oubliée dans les faits. J'avais pas un souvenir plan par plan comme toi avec l'éclosion de l'œuf. Mais quand je l'ai revu, j'ai retrouvé une émotion que j'avais eue étant enfant. C'est le passage où Zorba rencontre la petite fille dans son rêve pour lui demander de l'aide à la toute fin pour rentrer dans l'église, monter en haut du campanile et permettre à Fortunata de pouvoir prendre son envol depuis un lieu suffisamment haut placé, quoi. Et il y a une autre scène un peu comme ça dans le film où c'est Kenga qui, de l'eau de lave, chante une chanson à son jeune oisillon, et c'est des passages vraiment très beaux qui n'ont pas les mêmes designs, enfin qui n'ont pas la même charte graphique, qui vont être beaucoup plus crayonnés, beaucoup plus abstraits, où l'animation va se permettre d'essayer plus de choses, où on va être dans quelque chose de beaucoup moins scolaire. Au fond, ce qui m'a peut-être le plus frappé dans le film, c'est à quel point ça ressemblait à de l'animation jeunesse des années 2000. Et par animation jeunesse, je veux dire ce que je voyais sur TF1, sur France 3, France 5, enfin bref, toutes les matinales, d'autant qu'il y avait des productions italiennes dans ces canaux de diffusion-là, me paraissent vraiment très similaires, notamment au niveau esthétique et au niveau technique, je dirais même. Après, j'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, je pourrais pas être très précis.
mais je pense qu'on peut déduire comme ça au moins des hypothèses. Et il me semble quand même qu'on est dans une renaissance et une reconnaissance, comme tu disais, Agathe, qui est quand même très précaire. On sent que c'est pas un film qui est très riche, qui est pas vraiment dans les pattes, qui a pas vraiment l'occasion de le faire, à quelques moments près, sur lesquels j'aimerais bien revenir d'ailleurs. Ce qui fait qu'au final, c'était vraiment un visionnage en demi-teinte où tu retrouves pas ce que dont tu te rappelais, cette espèce de nostalgie que tu te fabriques sur les films que tu découvres enfant. Mais tu retrouves autre chose et c'est assez curieux, quoi. J'arrive pas à avoir d'avis net sur le film, enfin sur mon rapport au film. C'est brouillé de toute façon. Enfin, j'ai peut-être éclairé la brume, mais maintenant j'ai un souvenir plus clair de ce que raconte le film, etc. Mais je sais toujours pas vraiment quoi en penser. Ok, très bien. Eh bien, maintenant, je vais passer à Simon Eyus, qui est de nous quatre, celui qui a eu la chance de découvrir La Mouette et le Chat. Et oui, j'ai découvert le film, merci en intervalle pour, ces petites découvertes de derrière les fagots ou d'à l'intérieur du cartable, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai vraiment aucune nostalgie par rapport au film, donc j'ai pas d'effet déceptif, ou quoi que ce soit et je dois avouer que j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant. Je trouve que c'est un film, pour enfants assez honnête, plutôt bien fait dans ce qu'il essaye de véhiculer puisque c'est un film pour enfants assez formaté, ce qui est aussi sa limite, mais qui, dans son formatage, fait passer et véhicule des thématiques qui sont assez fortes et le fait avec une efficacité qui est réelle, qui est matinée d'une couche de bonbons et de bons sentiments et d'autres petites péripéties dont on aurait pu se passer. Et je suis sérieux quand je dis ça parce que je pense que le film étant très court, il y a énormément de choses qui se passent dedans, même si l'histoire paraît être seulement celle d'un oiseau qu'on va élever. Finalement, il va y avoir une histoire de rat, il va y avoir une espèce de romance qui va être amorcée, il va y avoir des personnages humains un peu poètes qui vont exister. Tout ça empilé comme des petits sketchs qui rappellent aussi d'une certaine manière certains des vieux Disney qui fonctionnaient presque par des espèces d'empilement de séquences parce que les équipes étaient divisées en pôles, etc., que tout le monde ne travaillait pas sur les mêmes séquences. Mais ça donne l'impression d'un film un peu morcelé, assez, comment dire, formaté. Mais dans ce formatage-là, il y a des choses qui sont assez belles. Et j'ai de suite envie de balayer le reproche principal qu'on va faire, enfin je pense, je préjuge, c'est sur le graphisme. Moi, je trouve que c'est pas un film si laid que ça. Bon, je suis pas fan des personnages humains qui me rappellent un peu les contes de la rue Broca, notamment dans l'espèce de côté petite poésie de bazar qui est pas totalement déplaisante parce que j'aimais beaucoup les contes de la rue Broca quand j'étais petit, mais qui a quand même un petit côté, voilà, on va faire rêver les enfants avec des casseroles et des... Enfin, je sais pas trop comment dire, vraiment une sorte de poésie naïve, mais je trouve que le film est plutôt bien réalisé et ça se joue dans la perspective et dans le point de vue, puisque à chaque fois, je trouve qu'on adapte très très bien le gigantisme ou de la petitesse des chats à travers des contre-plongées qui sont permanentes dans le film et qui donnent des scènes qui sont parfois assez impressionnantes. Par exemple, spoiler, désolé, on va spoiler le film comme des porcs, hein, comme des rats même. Justement, les rats qui vont enlever la petite mouette Félicité, parce que moi j'ai vu le film doublé en français, désolé. La petite Félicité va se faire enlever et les rats vont chanter une chanson et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose de vraiment menaçant dans ce que les rats transmettent comme quelque chose d'effrayant. Et ces séquences-là, assez effrayantes et plutôt glaçantes dans un film qui est malgré tout assez aseptisé, sont très étonnantes et je pense sont vraiment dues à la réalisation du film qui, je trouve, au moins en termes de storyboard et en termes de layout, donc du coup de composition du cadre, est plutôt intéressant. Après, voilà, ça a ses limites. C'était très agréable de t'écouter, Simon, puisque je pense que tu as apporté une bouffée de fraîcheur et surtout tu as apporté une bouffée de soutien à ce film et aussi à Enzo Dallo. Je vais évidemment apporter ma pierre à l'édifice, puisque je fais partie, s'il doit y avoir un camp, je fais partie du camp de ceux qui ont vu le film. Alors moi, je l'ai vu 2 fois et à chaque fois dans un contexte scolaire, donc j'en ai peut-être un peu fait des caisses en introduction, mais ça découlait certainement de ma propre expérience finalement. Alors c'était vraiment déconcertant, encore une fois, de revoir ce film. Déjà parce que, je vais l'avouer, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent un peu l'ambiance finalement du tournage de cette émission, mais moi j'ai eu des frissons et même beaucoup transpiré en regardant ce film parce que je me suis un peu demandé qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir en faire, parce que c'est quand même un film qui, même si on y trouve des choses chouettes,
Je veux dire, aucun film d'animation n'apporte rien, et c'est ça qui est beau finalement avec le cinéma d'animation. Malgré ça, c'est quand même un film que personnellement je trouve moyen, c'est-à-dire pas du tout catastrophique, mais clairement pas un film particulièrement intéressant et plein de qualités ou d'inventions, etc. Et l'autre chose, ça a été effectivement tout simplement d'expérimenter un certain écart quant à ce que j'avais vu quand j'étais jeune. Et du coup, c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'on a des images un peu similaires dans ce qui est resté. Et moi, personnellement, je me rappelle avoir fait une fixette absolue sur l'œuf. Je me rappelais bien que l'œuf finissait par éclore et que finalement, l'œuf, c'était peut-être un tiers du film et qu'après, c'était une mouette. Mais je me rappelle que cet œuf me fascinait et m'obsédait quand j'étais jeune, que c'est un œuf dont j'ai même rêvé. Je me rappelais qu'il avait une couleur étonnante, qu'il avait une forme un peu parfaite. Bon, spoil, pas du tout, si vous voyez ce film de nos jours et à un âge qui dépasse les 16 ans, par exemple. Mais je me rappelais de quelque chose qui, surtout, me rendait incroyablement triste. Il y avait une espèce de sentiment de solitude absolue qui se dégageait de cet œuf, parce que j'avais bien compris, et là, attention, je ne suis pas en train de faire un discours absolument pro-famille, mais j'avais bien compris que cet œuf, il allait pas éclore dans les conditions normales, et il y avait quelque chose de bizarre aussi, à voir ce chat tout noir, toujours enroulé, une espèce d'objet un peu parfait, un peu design, un peu épuré, qui était cet œuf-là. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait des sensations très fortes qui m'étaient restées, et puis finalement, pour tout un tas de raisons, en le revoyant, il n'y a rien vraiment de tout ça qui m'est revenu. Mais là tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est que dans ma tête, je me suis dit, oui, d'accord, Agathe, tu n'as pas revu le film que tu t'attendais à revoir, mais quelque part, est-ce que c'est pas le cas de tout un tas de films? Par exemple, moi je sais que parmi les... Parce que vraiment, La Mouette et le Chat était un choc quand j'étais jeune. Parmi les autres chocs, il y avait très facilement le premier Toy Story. Il y avait aussi Brisby et le secret de Nîmes de Don Bluth, qui était vraiment une espèce de doudou empoisonné, parce que c'était un film qui me fascinait puis qui en même temps, pour le coup, fait très peur. Enfin, quand j'étais enfant, ce film, La Mouette et le Chat et ses autres films, c'était la même chose. C'était la même expérience et j'y ajoutais par exemple encore des films de Lagioni comme L'île de Blackmore ou alors le film d'animation russe La Reine des Neiges. Ces films-là, c'était un même corpus et là, quand je revois, je vois bien que non seulement je ne retrouve pas le film, mais surtout, il n'est pas du tout à la hauteur de ces autres films. C'est un film qui est plutôt simplement correct. Et à partir de là, je pense que c'est parce que c'est un film qui est à destination des enfants, mais pas forcément de la même manière que par exemple Brisby et le secret de Nîmes. Il me semblait qu'il y avait une espèce de problématique intéressante avec La Mouette et le Chat qui était, pour le dire un peu pompeusement, les rapports entre le cinéma d'animation et puis le public enfant. Alors je pense qu'on sait tous, y compris les auditeuristes, que ici à un intervalle, on n'est pas là pour dire que le cinéma d'animation c'est pour les enfants, mais finalement, peut-être qu'arrivé à notre 16e épisode, ou 15e, je ne sais plus, mais arrivé à cet épisode-là, on est peut-être en train de tomber sur finalement le film qui va nous prendre à rebours, parce qu'en fait c'est le film qui nous crie de toute sa force qu'il est pour les enfants. Et pourquoi est-ce que c'est aussi tangible à ce moment-là et avec ce film-là? Et pourquoi est-ce que ça va pas du tout me déranger de réduire, entre guillemets, ce film à un public enfant? Pourquoi est-ce que ce film, il est spécifiquement un film qui serait pour les enfants? C'est parce que ce film-là, il a une volonté qui est pédagogique, il a clairement une volonté qui est de s'adresser à un public enfant, à lui faire passer un message à ce public. C'est pas non plus un cours d'éducation civique, mais honnêtement, il y a quand même une espèce de discours presque à décoder et à appliquer. C'est vraiment le film qui va s'adresser aux enfants pour les faire grandir, pour leur transmettre un certain bon fonctionnement de la société. Et ça vient peut-être pas non plus de n'importe où, et La Mouette et le Chat ne ressort pas comme ça nulle part pour juste nous embêter, mais en fait tout simplement Enzo Dallo, c'est quelqu'un qui a un parcours qui est lié aux enfants, on va dire, et puis aussi l'éducation à l'image. À la base c'est quelqu'un qui est musicien, alors pas de problème avec ça évidemment, c'est quelqu'un qui va avoir notamment en tant que musicien qui va faire des activités ou des ateliers de musique dans les écoles, et puis au moment où il va devoir faire son service militaire, il va se faire objecteur de conscience, ce qui est tout à fait louable, et dans ce contexte-là, il va se retrouver à travailler dans un studio à Turin, dans la ville de Turin, toujours en Italie. Dans ce studio-là, Enzo Dallo va se faire ses armes dans un contexte qui est encore une fois très scolaire. Il va avoir notamment une espèce de formation hyper rapide par la grande animatrice Lotte Reininger, mais pas vraiment comme une espèce de formation de maître à disciple, ou je sais pas trop comment dire, mais dans le cadre d'un atelier qui s'adresse surtout à des professeurs et qui est là pour donner des billes à des professeurs pour que ces professeurs après soient à même de faire des ateliers d'éducation à l'image ou d'éducation d'art plastique à leur propre classe secondaire élémentaire. Ce qui n'est pas, encore une fois, un problème en soi, mais qui nous indique aussi un peu d'où Dallo
provient, si les gens doivent provenir de quelque part. Et puis dans ce même studio, il va encore une fois travailler avec des enfants, travailler avec eux la question notamment de l'enregistrement et du rapport de l'enregistrement avec les images. Alors évidemment, on n'est pas seulement fait de son CV, mais je pense que, ceci dit, Enzo Dallo s'inscrit dans une espèce de courant du cinéma d'animation, qui est un courant qui se raccroche ou se coule facilement dans le système scolaire, et encore une fois dans une espèce d'adresse aux enfants qui, et je vais finir là-dessus, qui va différencier La Mouette et le Chat de certains films qui, de fait, touchent des enfants, mais qui en même temps ne s'adressent pas à eux de la même manière. Et pour faire une dernière distinction, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre des films qui vont être très communément vus par des enfants, comme par exemple Totoro, qui est clairement un film que beaucoup d'enfants ont vu, comme les autres films que j'ai cités tout à l'heure, qui, à mon sens, sont des films qui se présentent d'eux-mêmes aux enfants, mais sans forcément avoir un contenu codé, qui ont des espèces d'images très fortes, mais qui se véhiculent pour elles-mêmes, alors que finalement, dans La Mouette et le Chat, toutes les images, même celles qui sont assez violentes, sont là pour, encore une fois, transmettre des messages, transmettre des valeurs, et c'est peut-être ça qui fait que là, on est 4. Il y a 3 personnes qui ont vu le film quand ils étaient enfants, qui n'ont jamais revu le film et qui ne l'auraient jamais revu si ce n'était pas pour un intervalle. Et Simon et Yus, qui finalement n'auraient peut-être jamais vu ce film si c'était pas dans le contexte de cette émission-là. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on a une idée qui nous fait revoir un film qui, en fait, n'est pas fait pour être ailleurs que dans une espèce de territoire de l'enfance, et encore une fois, pas n'importe quel territoire, c'est un territoire où, de nous-mêmes, on ne retourne pas, c'est-à-dire un territoire, somme toute, assez scolaire, assez pédagogique. Si je devais définir le film, je dirais que c'est un film boiteux, qui a presque 2 jambes, et une de ces jambes-là, c'est quelque part l'éducation à l'image, etc. Et une fois qu'on lui enlève cette jambe-là, il ne peut presque plus fonctionner. Mais est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'il faut enterrer La Mouette et le Chat et qu'il le boite maintenant que nous, on n'a plus du tout l'âge, entre guillemets, auquel il s'adresse? Moi, j'aimerais revenir juste sur ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire que le problème de ce film-là, si c'est un problème, c'est justement le formatage dont tu parles. Et je ne sais pas si c'est un formatage qui est dû au cadre scolaire dans lequel tu sembles le mettre, mais plutôt un formatage qui serait celui d'un film pour enfants qui essaierait de les faire réfléchir. Et je trouve pas que ce soit un film déshonorant à ce niveau-là, c'est-à-dire que le passage sur le pétrole, ça va pas être un sujet du film, ça va être une péripétie qui va tuer la mouette. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même intéressant comment on va marquer l'enfant plus par une péripétie traumatisante, comme ça pourrait être le cas dans The Plague Dog, par exemple, ou les expériences contre les chiens. Il y a certes un discours qui va partir de là et qui peut être extrapolé autour de ça, mais qui est surtout le cadre dans lequel les chiens évoluent. Donc, je pense pas qu'à ce niveau-là, le film soit si déshonorant, mais je pense que le film, il pâtit vraiment de son aspect. Il faut qu'un film pour enfants ait ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un film pour enfants doit avoir selon ce film-là, ou selon ce que j'en perçois? Le film pour enfants doit avoir une troupe de personnages hauts en couleur. Ok, pourquoi pas. Le héros doit être amoureux d'une meuf, mais qui sert à rien, hein, et l'histoire d'amour aboutira pas du tout avec en fait, le héros, c'est le chat qu'on suit, c'est Zorba, et son intérêt amoureux, pour le dire dans des termes un peu dégueulasses, c'est le chat du poète et de sa fille. Et on dirait que ces séquences-là existent que parce que c'est comme ça qu'un film pour enfants doit être. Et il y a notamment des tas de scènes un peu types qui apparaissent. Par exemple, il y a un moment où justement l'oisillon, qui est la fille de Zorba en quelque sorte, va se faire enlever. Cette scène-là, comme Simon l'a dit en fait par rapport au livre, c'est une scène qui n'existe pas dans le livre original dont est tiré le film. Et moi, je pense que si ça existe, c'est parce que les films pour enfants, ça doit être comme ça. Et je trouve que c'est dommage parce que le problème, c'est que les séquences qui sont les plus belles et les plus marquantes, et ce qui est le plus marquant, c'est-à-dire la relation entre Zorba et Félicité, c'est la chose qui passe presque au second plan par rapport à une histoire de combat entre rat et chat. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que ce film, il accumule les séquences formatées sans forcément qu'il y ait une vraie intention derrière, plus comme quelque chose qui va être un geste naturel. Et notamment dans les séquences musicales, qui sont plutôt pas mal pour certaines, ça va être vraiment dans un style où parfois les séquences vont avoir un style un peu plus crayonné, vont partir
du design de base pour en faire quelque chose d'un peu plus expressif et enfantin. Et le problème, c'est que ces séquences-là, on aimerait que ce soit un film ou que ce soit quelque chose qui soit plus présent. Et le problème, c'est que dans l'économie des films pour enfants, ces séquences-là, c'est des séquences musicales de pause où on va s'évader le temps de quelques minutes. Et c'est dommage parce que le film, je vois qu'il y a des choses qui pourraient être vraiment très fortes. Même par ailleurs, le combat entre les chats et les rats, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et qu'on a vu justement dans les films de Martin Rosen dont on parlait précédemment et qu'on voit aussi dans un film méconnu qui s'appelle The Mouse and His Child, qui est aussi un film complètement horrible et traumatisant et je suis pas sûr qu'il faille le montrer à des enfants, mais peu importe. Tout comme Brisby, hein, par ailleurs, je sais pas si c'est très... Je crois que je préférais que mon enfant voit La Mouette et le Chat que Brisby, le secret de Nîmes, pour pas qu'il fasse des cauchemars toute la nuit. Bon, bref. Mais oui, j'ai cette impression que dans plein de productions jeunesse, il y a quelque chose qui est attendu d'elle et qui va jamais réellement être mis en question. Et j'ai l'impression que même si Enzo Dallo a été important dans l'animation italienne à une certaine époque, c'est pas quelqu'un qui va remettre en question des canons établis par une histoire de l'animation qui le précède. Oui, tu as mentionné notre autre cher Simon qui effectivement a lu le livre dont est tiré le film. Et Simon, je ne sais pas si toi tu veux parler de cet aspect-là ou même bien sûr rebondir sur ce que l'autre Simon vient d'énoncer. Ouais, tout à fait, je voulais justement réagir par rapport à ça. Déjà, je suis totalement d'accord avec, ce que tu viens de dire, Simon, sur le «souci» entre guillemets du film. Pour moi, l'aspect très moral, très scolaire du film, en fait, c'est pas ça, à mon avis, qui en fait un film qui m'a déçu aujourd'hui. Cet aspect très moral, avec des choses éducatives très appuyées, accompagnées de textes, des fois pas très naturels, des fois un petit peu trop professoral, ça m'a fait un peu penser en le revoyant à des choses qu'on pourrait retrouver chez Grimaud, par exemple. Ce même côté très, plein de bons sentiments, on va t'apprendre la vie, avec des choses un peu bateau, type il faut accepter la différence, la guerre c'est pas bien, enfin des choses comme ça. Et d'ailleurs, moi, ce film, parce que tu parlais un petit peu, Agathe, d'à côté de quoi tu mettais ce film quand tu étais jeune, moi, il me laissait des impressions justement très fortes, mais du même style que celles que me laissait Le Roi et l'Oiseau, par exemple, quand j'étais jeune. Je les mettais vraiment à côté, ces deux films, en termes d'impact et d'émotion. Et je pense que c'est parce qu'ils avaient tous les deux ce côté, entre guillemets, un peu trop adulte dans des mondes où il se passait des choses où il y avait cette espèce de décalage entre un univers enfantin et un discours qui semblait venir d'ailleurs, en fait. Et moi, je voyais ces deux films un peu comme ça tous les deux, et les deux m'avaient beaucoup marqué. Par contre, ce qui m'a beaucoup déçu aujourd'hui, là je te rejoins à fond, Simon, c'est effectivement que dès qu'on sort de cet aspect fable, conte éducatif, boum, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On est sur France 5, il y a des années, pour regarder des trucs hyper basiques, et c'est les parties d'ailleurs qu'on n'a pas forcément retenues du film. Et c'est très étonnant, cette dualité dans le film, je trouve, entre cet aspect presque philosophique et cet aspect, voilà, dessin animé, en mangeant les céréales le matin avant de partir à l'école, quoi. Et donc, effectivement, la lecture du livre que j'ai fait après était assez éclairante à ce niveau-là, parce que bah, le livre, c'est vraiment. Alors, c'est un livre qui fait une centaine de pages en gros caractères, donc c'est pas très long à lire, ça se lit vraiment en une petite soirée. Et c'est vraiment, voilà, aussi un conte moral, avec vraiment pour idée d'aller éduquer sur l'écologie, sur l'acceptation de la différence, etc., etc. Et en fait, toutes ces choses hyper formatées, l'intérêt amoureux, le personnage de chat enfant dans lequel les jeunes peuvent s'identifier, ça c'est pas dans le livre. Les rats qui sont des adversaires un peu gratuits, un peu basiques, sont pas dans le livre. Donc en fait, tous ces à côté qui font de ce film pour enfants quelque chose qu'on a vraiment l'impression d'avoir vu et revu beaucoup de fois, en fait, et qui nous ont pas forcément marqué, effectivement, viennent pas du matériau original. Et tout ce qui, moi, m'intéresse un peu dans le film, malgré ce que ça peut avoir de scolaire, de très moralisateur, etc., ça vient vraiment, c'est plutôt une belle adaptation d'ailleurs, des fois mot pour mot, de ce qui vient du livre. Il y a quelques petites différences qui m'intéressent bien. Ceci dit, j'aimerais bien évoquer sans faire le jeu de cette différence non plus, hein, c'est pas forcément intéressant. Mais le film, on sent, va aussi essayer de réduire au maximum des moments de moralité un peu plus grises du livre, avec par exemple un aspect manichéen qui va être accentué dans le film. Alors il y a l'opposition, les gentils chats versus les méchants rats, déjà, bon bah ça c'est une première chose. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le livre, il y a des scènes où Zorba, il est très agressif envers des gens qui vont l'embêter, sauf que ça va être avec plein de personnages différents dans le livre, en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir des chats qui vont se moquer de lui parce qu'il est gros et parce qu'il a un enfant mouette, par exemple. Et ces chats-là, il va vraiment les menacer hyper violemment. Il va dire, écoute, je vais te planter les yeux avec mes griffes, tu vas voir. Et donc le personnage va vraiment aller au combat et va être hyper sur les nerfs en général. Il a vraiment ce côté, en fait, dans le livre, qui est un cliché qui était très présent, je pense, dans les années 90, mais qui n'est pas disparu totalement, de ce papa un peu bourru, mais qui va devoir s'occuper d'une petite créature fragile. Et ce qu'on ressent pas vraiment dans le film, je trouve, où il est vraiment plutôt gentil, plutôt doux. Dans le livre, il a vraiment ce côté
ouais, moi je suis quand même un bonhomme et tout, faut pas m'embêter, faut pas me chercher, mais je vais quand même m'occuper de ce petit oisillon qui n'est même pas de la même race que moi et tout. Et donc on sent qu'ils ont voulu comme ça vachement édulcorer toute cette violence en fait et tout cet aspect un petit peu plus, limite que pouvait avoir le personnage de Zorba. Et donc il y a des scènes qui, mot pour mot, effectivement sont dites par des rats dans le film et qui sont dites par des chats dans le livre. Voilà, je trouve ça cet aspect un petit peu intéressant, et puis l'ajout d'enfants. Voilà, l'ajout d'enfants de partout dans le film, avec le chat enfant et puis, l'enfant aussi qui va aider les chats à la fin, qui n'est pas présent dans le livre, qui est juste remplacé par le poète adulte, qui pour le coup est tout seul, n'a pas d'enfant, et va aider les chats par lui-même. Avec un truc très étrange où en fait quand Zorba va venir lui demander de l'aide dans le livre, il va juste lui lire un poème et va lui dire voilà, je crois que je t'ai tout dit. Vraiment, on ne comprend pas pourquoi ce poème va éclairer la situation, mais en gros, ce poème va faire comprendre qu'une mouette prend son envol quand il pleut. Enfin voilà, c'est l'idée de il faut un jour de pluie, on va monter en haut du phare et tu vas voir là, ça va marcher comme par magie. Donc, alors pour le coup, j'ai l'air de me moquer et en fait, je me moque un peu en le disant, mais je trouve que pour le coup, c'est un moment assez beau du livre parce que c'est de la symbolique pure où vraiment le poète il va dire un truc. Et en gros, les chats, bon, c'est un peu ridicule dit comme ça, mais en fait, les chats, pourquoi ils vont faire appel à ce poète? C'est parce qu'ils disent bah moi, quand j'entends sa poésie, j'ai l'impression qu'il vole avec des mots. Donc je me dis que peut-être qu'on va le voir, il va nous aider à voler avec des ailes en fait. Dit comme ça, c'est assez nul. Mais en fait, après, il va sortir un poème, et je sais pas, je trouve cet aspect purement symbolique assez beau, et pour le coup, c'est quelque chose qu'on va pas non plus oser mettre dans le film. Où ça va être pourquoi ils vont chercher les humains? Parce qu'ils ont la clé qui va ouvrir la porte du phare dans lequel on va monter. Après, ça, c'est pas du tout pour juger le film ou quoi hein, que je dis tout ça, mais c'est juste que je trouve ça intéressant de se dire, voilà, Enzo Dallo. Alors, je sais pas si d'ailleurs, quelle part de responsabilité il a là-dedans, qu'est-ce qu'il pouvait se permettre de faire aussi, et qu'est-ce qu'il pouvait pas se permettre de faire dans un film pour enfants à l'époque, en Italie. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir ce matériau de base et de voir tous les moments où, en fait, le matériau de base touche à ses limites de ce qu'on peut mettre dans un film pour enfants. Ce qui est intéressant, parce que le livre, c'est un livre qui se revendique un livre pour enfants. Donc, on voit vraiment comment est considérée la littérature pour enfants versus les films pour enfants, avec ces points qui vont être des points qui ne passeront pas sur grand écran, qu'il va falloir un petit peu édulcorer, simplifier, rendre plus facile d'accès dans le film. Donc voilà, c'était une lecture qui était intéressante par rapport à ça, et je trouve qu'il éclaire en fait un peu ce que le film nous montre et pourquoi il nous le montre. J'aimerais bien revenir là juste sur le fait que le personnage de Zorba ait eu droit à une réécriture entre le livre de Sepulveda et le film de Dallo. Parce que on a évoqué quelques films là comme Brisby, Le Roi et l'Oiseau et d'autres, mais des films qui, à l'inverse de La Mouette et le Chat, m'ont laissé un souvenir nettement plus impérissable. Et je pense pour une raison assez nette, c'est qu'il n'avait pas peur en fait de présenter de la violence à des enfants. De sorte que les seuls passages en fait dont je me rappelle dans La Mouette et le Chat sont des passages quand même vraiment durs, c'est-à-dire on voit une jeune mère en train de porter son premier œuf s'empêtrer dans du pétrole, dans une marée noire. D'ailleurs, à ce moment-là, je trouvais vraiment ça, comme tu disais Agathe, assez correct, c'est-à-dire les fonds sont ébauchés, les collines, les immeubles ressemblent à la vague idée que l'on a tous et toutes d'une colline et d'un immeuble. Des choses comme ça, pas très définies, sur lesquelles on peut vite projeter des choses, mais qui en même temps laissent des impressions assez fades. Tout ça me paraissait assez indifférencié. Et de la même manière, les personnages semblent glisser un peu sur le décor. Je trouvais que l'animation était un peu limitée quand même, que ça manquait un peu d'intervalle et qu'il n'y avait pas vraiment de présence au décor, de présence au matériel dans ce décor. Mais soudain, lorsque Kenga tombe dans la marée noire, il y a une texture, on voit du noir qui colle, il y a quelque chose de vraiment plus fin à ce moment-là, qui laisse une impression très forte. Enfin, on sent la mort qui s'empare de cette mouette, tu vois, donc d'un oiseau qui est censé s'envoler au-dessus de l'embrun, quoi. Et là, elle est bloquée. Et cette tache noire, en plus, qui finit par l'avaler à la fin, ça, c'est un souvenir d'enfance. Désolé, ça peut paraître un peu masochiste. Enfin, ça peut paraître un peu masochiste dit comme ça. Il faut avoir eu peur, il faut avoir fait une expérience de quelque chose de douloureux pour pouvoir s'en rappeler. Mais c'est le constat en fait auquel j'arrive, parce que d'autant que cette impression d'une texture qui colle, qui enfouit, d'une impression comme ça de mort qui va happer un personnage, c'est la même que la boue à la fin de Brisby, quand ils sont en train d'essayer de sortir la bûche qui est en train de s'enfouir avec la pluie, que Madame Brisby va réussir à déjouer en appelant du coup ce très vieil artefact, en se brûlant les mains. Enfin, c'est inscrit dans ma mémoire, je veux dire, ça n'en sortira jamais. Et je pense que, de plus, ça laisse
la part belle à l'enfant que j'ai été, aux enfants qui découvriront ces films, je l'espère, de mieux saisir un peu l'idée, le message ou les morales qu'il y aurait là-dedans, de travailler leur rapport au deuil qu'ils ne connaissent peut-être pas encore, que je ne leur souhaite pas de connaître aussitôt dans leur vie, si tu veux. Parce que quelque chose qui m'embête aussi dans le film, c'est ce que le conte moral peut diffuser, en fait, de la donne politique. Entre les rats qui sont clairement des mafieux italiens, les mouettes qui sont pas loin d'être des figures d'immigrés, en dehors de la marée noire qui est assez littérale, il y a beaucoup comme ça, si on veut, d'allégories sociales. Ce qui n'est pas étranger en plus au cinéma italien, qu'en a fait beaucoup, des films comme ça, assez misérabilistes. On peut penser à tout le cinéma des années 40 avec Vittorio De Sica, etc. Enfin, du coup, c'est intéressant de le voir réutilisé aussi dans du cinéma d'animation. Mais je trouve que ça, tout ce qui est fait voilà, sur la pollution ou l'immigration est un peu atténué et doit être médiatisé par une éducation à l'image, par un cours, l'assistance de parents ou de professeurs. Et je pense que l'enfant que j'étais n'a pas capté ça du tout. En revanche, le géant de fer à la fin du Roi et l'Oiseau qui se relève alors qu'il n'est plus commandé par aucune intervention humaine et qui libère l'oisillon dans sa cage, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que j'avais pas 10 ans. Et je me pose toujours la question, c'est comme une énigme, c'est insoluble. C'est pour ce genre d'impression, que je trouve d'ailleurs poétique, qu'un film d'animation pour enfants vaut d'être appelé un film d'animation pour enfants à mon sens. Je regrette voilà, que La Mouette et l'Oiseau soit un peu empêtré, comme la mouette dans sa marée noire, dans son formatage. Parce que je pense que ça l'empêche d'aller vers ces très beau moment où soudain il y a quelque chose de plus concret, de plus, bon, toute proportion gardée, de plus réaliste, disons, d'un peu plus soigné dans l'animation, ou alors qui va littéralement vers ces passages d'abstraction, comme le message d'espoir que lance Kanga à sa fille, Fortunata, ou cette adaptation donc des chats qui vont parler au poète, que je trouve très belle en vrai, qui passe par le rêve, où tout flotte, les immeubles s'ouvrent comme des boîtes de papier. Et c'est très impressionnant ça, parce que du coup, tu suis plus du tout aucun registre de réalisme ou quoi. Ça ouvre l'imaginaire, je veux dire. Et ça, je trouve ça salutaire pour les enfants. Et je suis embêté par ce côté très sage du film, quoi. Ce côté avec des couleurs très plates et pas assez de profondeur, en fait, tant sur la forme que sur le fond, je trouve. J'ai peut-être été très très dur, je réalise, mais c'est que je veux juste, en fait, dire, comme le dit d'ailleurs Dallo lui-même, les enfants sont capables de comprendre que si on leur montre un cartoon avec des personnages qui sautent par les fenêtres et qui restent en apesanteur pendant 10 secondes avant de s'en rendre compte, les enfants comprennent que c'est de la représentation, qu'ils sont face à un spectacle. Et je trouvais ça curieux qu'il le rappelle, que l'enfant a une compréhension aussi valable qu'un adulte, qui est peut-être plus bourgeonnante, qui est plus fraîche, mais qui autorise beaucoup de choses et que son film s'en autorise assez peu au final, et qui s'autorise pas de laisser d'impressions aussi fortes que des films de Martin Rosen, qui je trouve sont des films d'ailleurs beaucoup plus dingues en termes de représentation animale, parce qu'on pourrait revenir aussi sur ça, mais je trouve ça très curieux que les chats soient les seuls à miauler avec des voix humaines, tandis que tous les autres animaux ont des bruitages, ont des enregistrements humains. C'est des vrais animaux de cinéma, quoi. Il y a des moments qui m'ont un peu interloqué à ce niveau-là, genre le chat qui couve l'œuf dehors, ok. Les rats qui attendent, ils regardent juste le chat en train de couver pendant des mois, ils font rien. Ils essayent pas de le voler quand le chat, je sais pas, il va manger sa pâtée ou un truc comme ça. Ils attendent bien que l'œuf éclose pour le voler. Aussi, le moment où les chats, ils ont peur de tous les rats qui viennent les envahir, ce qui est compréhensible. Mais à la fin du film, c'est grosso modo le même nombre de rats et ils arrivent très bien à les battre. Le film s'embarrasse pas trop de ses facilités, il les met et il se pose pas trop de questions. Oui, complètement. Déjà, je trouvais ça intéressant, Alexandre, ce que tu disais sur le fait qu'il y a des choses comme l'immigration, etc., qui sont clairement pas saisissables et qui sont typiquement ce genre d'éléments qu'un film va laisser et qui vont être un peu du pain béni. Et
presque qui sont liés par les liens du sang au dossier pédagogique qu'on va retrouver dans le contexte de l'éducation à l'image, etc. Et je sais qu'au début, j'ai beaucoup employé les termes de scolaire, etc. Et je pense que tu as très bien défini cette sensation qui m'est assez désagréable avec le film. Parce que, effectivement, je vais pas complètement taper exactement sur juste le fait que le film est potentiellement scolaire. Et en plus, d'une certaine manière, un film qui fait la leçon, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. C'est juste que là, on voit qu'il y a une espèce de partie qui doit être gérée en externe du film lui-même, et c'est peut-être ça qui pose davantage de soucis. Et toujours pour cette idée de médiation, moi je vais être un peu plus dur finalement, c'est-à-dire que par exemple la scène de l'enlisement de Kenga dans le mazout, qui est effectivement je crois la scène qui nous a beaucoup marqué, je suis très sensible à la manière dont tu décris l'animation de cette scène-là. Mais en fait, cette scène profite elle aussi d'une médiation complètement exagérée, cette fois en interne. C'est-à-dire que moi, je pense que si la scène est aussi forte et aussi traumatisante, c'est pas uniquement une qualité de l'animation, je pense que c'est aussi parce que rarement on a autant enregistré un doublage aussi explicite dans un film d'animation pour enfants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kenga, elle décrit tout ce qu'elle ressent, elle parle de cet étouffement, elle parle de ces mazouts, ce qui est en soi une chose intéressante, il n'y a pas de souci, mais ce qui trahit aussi le fait que ce film-là doit toujours se doubler d'un discours explicite pour qu'il y ait une perception claire et définie. Et je pense que ce qui nous a surtout traumatisé, c'est qu'en fait, ça dure peut-être 2 minutes, et pendant 2 minutes, il y a quelqu'un qui décrit clairement qu'elle peut plus respirer, et puis en plus, il y a cette espèce d'amie qui s'est fait en voyage qui lui donne des instructions au-dessus, et les instructions, elles sont inquiétantes au possible, parce qu'elles font comprendre ces instructions que si elle ne suit pas la seule démarche qui existe, elle va rester coincée au fond de l'eau. Donc effectivement, cette scène est traumatisante, mais encore une fois, peut-être pas uniquement liée en ses qualités d'animation. Et ça, encore une fois, ça m'intéresse par rapport à plusieurs choses qu'ont dit Simon et Simon, et notamment sur cette notion du fait que le film remet pas en cause les canons, que le film est assez formaté. Et c'était ça, en fait, finalement, qui m'intéressait. La singularité de ce film, à la limite, c'était presque, à mon sens, de le problématiser en tant que film, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est boiteux, en tant que film qui peut presque pas se débrouiller tout seul, à part en s'aidant d'une certaine médiation. Pas tellement pour, encore une fois, revenir à la charge et renfoncer encore un peu plus ce film, mais parce que ça m'intéresse dans le sens où se poser des questions autour de ça, c'est encore une fois revenir toujours peut-être aux mêmes questions un peu générales, mais quand même passionnantes, c'est comment fonctionne un film, comment est-ce qu'il s'avance, comment il se meut, et surtout comment tout ça se fait devant un regard, ou pas forcément un regard, parce que je crois pas que tout est lié uniquement au regard, mais n'empêche qu'il vient vers un spectateur, une spectatrice, et à ce moment-là, vous avez été au moins 2 à parler notamment des films de Martin Rosen, qui est un excellent épisode en intervalle, mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a 2 films de Martin Rosen, The Play Dogs et Watership Down, et c'est vrai que ces films-là font aussi la part belle à des catastrophes écologiques, à des expériences sur les animaux, à l'usage de produits chimiques dans les champs. Alors je sais qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode en intervalle, donc je veux pas juste reciter des gens ou me reciter, mais en même temps ça m'intéresse parce que quelque part ça se prolonge avec ce film-là d'une manière assez inattendue, mais c'est qu'il y a une différence complètement béante, il y a un écart entre ces images-là des films de Martin Rosen et cette fameuse image du mazout, et c'est que là, à la limite, comme tu as dit Simon Eius, là c'est une péripétie effectivement mortelle, mais n'empêche que c'est une péripétie qui éventuellement va servir à un projet pédagogique par la suite, ou qui du moins sera facilement récupérable, parce que le film évidemment n'est pas volontaire de tout ce qu'il fait, mais tout ça, c'est effectivement de l'imagerie. C'est un élément qui va très rapidement être expliqué, ça veut dire qu'après un autre personnage va dire « Ah, ces saletés de bateaux qui lâchent leur mazout dans la mer, ça fait du mal aux oiseaux, etc. » Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un élément et non pas un problème. Et moi, ce qui m'intéresse dans les films de Martin Rosen, c'est que l'écologie, c'est pas vraiment de l'écologie, c'est un problème qui fait fonctionner le film. Le film se pose des questions. C'est quoi un terrier? Les lapins peuvent plus sortir parce que des produits sont rentrés dedans. C'est quoi un produit mortel qui s'étend sur toute vie existant à la surface? De la même manière, pour prendre un film qu'on montrerait facilement à nos enfants, que nous n'avons pas, mais ce n'est pas la question, qui est par exemple Ponyo sur la falaise, même si ce n'est pas très sympa pour Enzo Dallo de le foutre avec Hayao Miyazaki. Par exemple, Ponyo, c'est clairement le film qui va parler d'une certaine... Enfin, mais justement, c'est le film qui pourrait parler de la différence, de l'appréhension de l'autre, parce qu'on est clairement sur un petit garçon qui va tomber sur... qui va se faire rencontrer par... C'est-à-dire que c'est même pas un petit garçon qui tombe sur quelque chose, c'est qu'en fait, il y a un élément qui va rentrer dans sa vie, et qui est Ponyo, qui est une espèce de sirène, mais avec une forme complètement étonnante, qui fait plus penser à une espèce de poussin qui court, qui va se métamorphoser, etc. Et en fait, cette non-rencontre, ça veut dire plutôt cette espèce de venue de cette chose étrange de la mer dans la vie de ce petit garçon.
C'est tout le sujet du film, mais c'est pas le sujet en fait, c'est son problème. Le film fonctionne autour de ce problème-là. Le film ne fait que inventer des formes par rapport à ça, et le film, il se pose même plus de questions. Il explore, et encore une fois, je prends Pogno, c'est vraiment une super production entre guillemets. Mais si on prend les films de Martin Rosen, qui étaient entre guillemets plus fauchés, plus amateurs, pas des gens qui s'y connaissaient de la même manière en animation, c'était des films, encore une fois, qui étaient habités par des problèmes, et qui étaient inquiétants à ce niveau-là, parce que ces problèmes-là, ils ne répondaient plus à des sujets, ils n'étaient plus des thèmes, ils étaient des hantises. Alors qu'en fait, le problème, à la limite, mais qui est un problème d'une autre nature, du film comme La Mouette et le Chat, et qui, moi, est un problème qui m'intéresse dans un plus large domaine, parce que il s'avère que le cinéma d'animation à destination des enfants est clairement une grosse part de financement pour plein de studios, et en fait, le problème qu'on a dans La Mouette et le Chat, c'est aussi le problème de beaucoup de films dans toutes sortes de pays qui sortent avec des bourses du CNC, des bourses de la région, etc., et qui... Alors évidemment, ça va pas s'arrêter demain parce que là, je fais mon petit pamphlet en intervalle et puis tout le monde s'en fiche, mais n'empêche que c'est une animation qui, à mon sens, ne fonctionne pas, qui boite, parce qu'en fait, c'est des problèmes qui n'habitent pas du tout les films, c'est les enfants qui regardent le film qui font fonctionner le problème. Ça se rapporte à ce que tu as dit, Alexandre, cette espèce d'aspect du film qui est un peu flotteux, qui va avoir des décors pas extraordinaires, mais qui font le taf, qui effectivement ont des espèces de couleurs, où finalement, c'est suffisamment assez pour que toi, en tant que gosse, tu fasses la moitié du travail du film. À plein de moments, la narration de ce film, elle est boiteuse. On pourra peut-être y revenir. Il y a plein de moments. En fait, on l'a déjà dit, il y a des problèmes. On a déjà dit, il y a des problèmes de cohérence, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont facilement réglables à l'écriture, qui sont pas uniquement dues à des soucis économiques, etc. Mais quelque part, c'est un truc qui est jamais vraiment réglé dans les films pour les enfants. Et quelque part, c'est pas non plus remarqué pour les enfants, parce qu'en fait, j'ai l'impression, et ça m'intéresse aussi un peu, que y a des films où en fait le sujet est géré par les enfants et que les enfants font la moitié du travail. Et je sais pas trop où je vais avec cette idée de quelque part travail gratuit aux dépens de gosses âgés de 6 ans. C'est que c'est intéressant parce que non seulement les enfants font la moitié du travail, mais en même temps ce travail est très guidé. Il y a une espèce de dialectique, tu vois. En même temps, les enfants doivent injecter un peu de leur compréhension ou des associations qu'ils peuvent faire au sein du film, mais en même temps, pour revenir encore une fois sur la scène du mazout, il faut pas s'apesantir sur certaines choses parce que avant la scène du mazout, tu as une très belle nuée de mouettes avec une jolie musique, etc., des rayons de soleil, des nuages. Ça m'a pas mal perturbé de noter également la musique. Une fois la scène de l'empêtrement dans le mazout finie, la musique de Kanga qui arrive dans le jardin de Zorba, qui est soudain beaucoup plus enlevée alors qu'on est dans une espèce d'urgence terrible. Ouais, mais qui n'est pas forcément ressenti par Zorba, par contre. Non, mais à ce moment-là, je pense qu'on est aussi du point de vue de la mouette. C'est elle qui arrive dans le jardin, tu vois. Là, j'étais embêté. Ou je veux dire, Zorba, il peut se poser la question. Elle arrive en catastrophe, elle est couverte d'un truc qui pue, qui est très mauvais. Au départ, il s'en fiche un peu, ceci dit, hein. Il est en mode, bah, t'es dégueulasse, toi. Ouais, c'est ça, de toute façon, je te mangerai pas, tu pues et... Non mais il s'en fiche plus que ça. Il va à la bibliothèque pendant qu'elle accouche. Ça, c'est vrai que c'est dur. En mode, bon, on va voir ce qu'on peut faire, hein. C'est marrant parce que tu le présentes comme un défaut, alors que ça pourrait être la qualité du film, justement, de fonctionner un peu en catimini et dans un enrobage de film pour enfants un peu basique avec des thématiques édifiantes, de balancer des scènes qui sont réellement traumatisantes pour un enfant et qui sont réellement effrayantes. Et il y a cette scène-là, et on peut parler aussi de la scène où le petit chat, qui a une dynamique clairement de petit frère qui découvre la jeune sœur qui vient d'arriver dans la famille et qui est extrêmement jaloux, qui va lui dire mais tu seras jamais un chat, tu es une mouette, etc. Et à ce moment-là, effectivement, il y a quand même une dureté. Et à ce moment-là, en tant que spectateur adulte qui n'avait pas vu le film avant, moi j'ai ressenti une vraie émotion. Genre, j'ai été quand même triste par rapport à ce qui arrivait à cette mouette-là, qui est en plus renforcée par justement cette mise en scène qui est certes très illustrative, mais bon, pour le coup, chez Rosen, clairement, les chiens qui sont noyés par les scientifiques, c'est présenté comme un film d'horreur aussi. Il y a quand même quelque chose qui passe d'une dureté que j'aime vraiment bien dans le film. Et vous dites de manière un peu méchante, je trouve, les enfants font la moitié du travail. Moi, j'ai aussi envie de dire, les enfants injectent leur propre peur dans des objets qui sont aussi triviaux. Et c'est une manière quand même assez feutrée et intéressante quand même de montrer quelque chose d'effrayant dans un film qui n'en a pas les atouts, enfin qui n'en a pas les contours, contrairement à Brisby où c'est l'apocalypse dès le début. J'aime bien cette idée quand même de présenter des choses qui sont peut-être un peu traumatisantes dans un enrobage qui est assez grand public et mignon de prime abord. C'est aussi le cas d'une série, je crois qu'elle est italienne aussi, Marcellino,
qui a un des épisodes de fin les plus traumatisants jamais faits. Je crois qu'il y a une saison qui suit, donc je suis pas sûr que ce soit la fin de la série. Ils ont complètement oublié que le gamin meurt à la fin de. Enfin, qu'il se sacrifie en fait et qu'il rejoint sa mère. Oui, bah voilà, du coup, voilà la fin de Marcelino, si vous vouliez le montrer à vos enfants. Le petit garçon meurt, voilà, d'une manière métaphorique, où je crois qu'il y a Jésus qui arrive et qui l'emmène au paradis, quelque chose du genre. Peu importe. Moi, je trouve quand même ça intéressant, cette manière un peu douce qui arrive et qui ne veut pas totalement d'ailleurs cacher sa dureté, contrairement à des objets qui vont être unilatéraux, on va dire, comme Brisby, qui, je trouve, est un film bien supérieur, hein, mais pour d'autres raisons. Je trouve qu'il y a quand même un intérêt dans ces films pour enfants-là. Moi, je veux juste revenir sur ce que tu disais, Agathe, sur le fait que les enfants, ils ont du travail gratuit à faire pendant le film. Moi, je trouve que ça, c'est la grande qualité de beaucoup de films pour enfants, de demander aux enfants de faire la moitié du travail. Pour moi, c'est ça, justement, en fait, ce travail qu'on peut faire en étant enfant et qu'on peut plus faire aujourd'hui, c'est un truc qu'on essaye aussi des fois de retrouver, mais qu'on pourra jamais vraiment récupérer, en fait. Moi, ça m'a fait penser beaucoup quand t'as dit ça. Un autre film que j'ai vu étant tout petit et que j'avais pas revu depuis très longtemps, qui est Dingo et Max de Disney. Bah, alors moi j'ai adoré le revisionnage pour le coup, donc c'était assez différent, c'était pas du tout déceptif, mais il y avait des moments très perturbants, des moments d'ellipse, de scènes qui n'étaient pas résolues et qui passaient directement à la suite dans le film, pour sans doute des raisons de production, etc. etc. Et en fait je me suis dit, mais c'est terrible, quand j'étais petit, du coup pour moi, je remplissais tous les vides, je mettais plein de trucs à moi dedans, et c'est pour ça que ce film aussi il m'était très personnel. Aujourd'hui je sais très bien que la scène qui est dans l'ellipse, là, elle n'existe pas. Il ne s'est rien passé entre les deux, ces personnages, c'est juste des personnages d'animation. S'il y a une ellipse, eh ben, en fait, la scène n'a pas été écrite, n'a pas été dessinée. Et quand j'étais petit, c'était en mode, bah non, leur voyage, il a continué, ils ont vécu des aventures de ouf et tout, et ils finissent par arriver là. Et du coup, moi, je trouve que l'énorme pouvoir, quand t'es enfant et que tu regardes des films d'animation, c'est tout ce que tu mets dans toi. Et en fait, la manière dont le film existe de manière super intense, ce qui fait que tout s'imprime en toi, ce qui fait qu'il y a des objets qui sont, je crois que c'est toi Simon qui disais ça, qui sont des objets un peu anodins et qui vont devenir tout d'un coup des trucs très très marquants, des images qui vont devenir fondatrices, alors que fondamentalement elles sont pas si dingues. Et puis ce truc où ouais, tu remplis les vides, et donc plus il y a de vide en fait, des fois plus tu les remplis. Et c'est marrant parce que ce film, du coup, La moitié le chat, il y a ce côté où on cite pas mal de défauts, entre guillemets, objectifs du film, par rapport à ce que devrait être un bon film d'animation. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans justement ce qu'il a du film pour enfants, et peut-être dans ce qu'il a comme réponse de qu'est-ce que c'est qu'un bon film pour enfants, et vraiment pour enfants, c'est que bah, c'est un film, en fait, on le voit aujourd'hui, ça marche pas trop, mais étant enfant, il nous a quand même, pour les trois parmi nous qui l'ont vu étant enfant, il nous a quand même pas mal marqué. Et c'est intéressant, parce que du coup, c'est un film qui marque les enfants. Et donc, en fait, il fait super bien ce qu'il veut faire, finalement. Juste, c'est un film qui va pas chercher à parler à tout le monde. C'est pas un jugement que je formule là, parce que je dis pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je trouve ça super intéressant, parce que j'ai rarement vu, en fait, des films où j'ai pu dire ce genre de choses-là, où j'ai pu ressentir ce genre de choses-là. C'est un truc que je trouve assez fascinant. Bon, j'en veux un peu au film pour plein de choses, mais c'est pas vraiment que j'en veux au film, c'est qu'en fait, jusqu'à un certain point, c'est ce que je disais tout à l'heure maladroitement, mais je pense qu'il y a une espèce d'énergie qui se perd un peu quand même de ce côté-là du film, potentiellement pour enfants et tout. Mais en fait, je pense que c'est surtout toi, vous-même, Simon et Simon, qui avez raison aussi de renuancer ça, et que effectivement, ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée d'un travail. Alors oui, j'ai dit que c'était du travail gratuit, c'est pas vrai. Par ailleurs, moi aussi, je pense que c'est une des choses qui est assez fascinante par rapport aux rencontres entre spectateurs, enfants et films d'animation. Encore une fois, c'était aussi un peu ce travail-là qui m'intéressait et qui était même noté dès le début de l'émission. Et c'est bien que Simon Le Glouan y soit revenu sur cette espèce de manière dont finalement, plus jeune, tu avais fait une sélection dans le film de La moitié le chat. Et c'est vrai que je me rends bien compte que j'avais presque, par rapport à plein d'aspects formels sur lesquels on peut revenir si vous voulez, mais il y a plein de choses où moi j'ai fait un espèce de travail de liaison, notamment dans la narration qui est quand même un peu sans dessus-dessous parfois dans La moitié le chat. J'ai fait aussi des espèces de travail de lissage quand j'étais jeune entre certains objets texturés, un peu 3D, et une animation qui est plus 2D et qui des fois est pas forcément hyper poussée, même si c'est pas grave que ce soit pas poussé, c'est juste que moi à l'époque j'avais fait une espèce d'univers lisse dans quelque chose qui était finalement assez hétérogène. Et puis même, Alexandre, tu parlais au début d'une espèce de fabrication de la nostalgie entre le moment où on voit un film et le moment où on s'en éloigne, mais en fait on s'en éloigne pas tant que ça. Et ce qui était finalement rigolo avec La moitié le chat, c'est que effectivement dans son aspect un peu catastrophique, quelque part, il illumine, il met très bien en valeur tout un tas d'opérations du film pour enfants. Et encore une fois, vous avez raison, le film fait aussi un espèce de bon travail en mettant un peu en lumière beaucoup plus facilement que d'autres films qui fonctionnent mieux, un travail produit des deux côtés, à la fois du film, à la fois de celle qui le regarde. Alors, moi j'ai quand même des soupçons, parce que
J'ai regardé un peu du côté des autres films de Enzo Dallo et typiquement, c'est quelqu'un qui a... Là, c'est son deuxième film, La Mouette et le Chat. Avant, il a fait un film qui s'appelle La Flèche Bleue. Et c'est pas non plus un film qui trahit un grand projet artistique dans son accomplissement. Et ce sera pareil par la suite. J'ai pas trouvé une qualité énorme à ces autres films qui s'égrènent entre la fin des années 90 et puis de nos jours. J'ai l'impression que c'est une animation qui est un peu paresseuse, un peu ennuyeuse. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de points de vue assez audacieux, il y a pas mal de contre-plongées, il y a pas mal de sensations, notamment avec les mouettes, de voler au-dessus de la ville. Il y a tout un tas de boulots qui sont faits, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un propos qui se diffuse peu. En même temps, cette espèce de simplicité du film, elle se retrouve également dans l'animation où, par exemple, on va avoir cette espèce de principe et qui me fait penser à ce que tu as dit, Alexandre, sur le fait que ça nous fait penser à des séries télévisées du type de grosse exploitation. Ça veut dire qu'on va regarder le matin si on allume la télé, etc. C'est des séries où la mise en scène, les layouts, etc., ils sont peu diffusés dans le plan. Et par exemple, dans La Mouette et le Chat, l'élément qui est en mouvement, l'élément qui parle, l'élément qui fait l'action, il est toujours au centre de l'image et les périphéries bougent peu. Et c'est pas du tout ils ont pas eu l'argent ou pas les moyens ou je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux pas demander au film d'être autre chose que ce qu'il pouvait être dans ses conditions de fabrication. Et c'est juste que même dans ces conditions de fabrication, ça aurait pas du tout été compliqué de mettre en scène différemment. Et il y a une espèce de platitude du film, encore une fois, avec une animation qui va très facilement se concentrer tout au centre, facilement juste des gens qui parlent, etc. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, ouais. Compléter un peu ce que j'ai dit plus tôt sur ce que je trouvais de flottant, de coulant de ces personnages des chats qui, lorsqu'ils courent, on n'a pas une véritable impression de chat, ça reste un peu des silhouettes comme ça, très géométriques, très rondes, jusqu'au moment où j'ai arrêté d'avoir cette impression avec un personnage en particulier et c'était Fortunata. Je sais pas pourquoi, je trouvais que l'animation de Fortunata fonctionnait très décemment. Soudain, le fait qu'elle trépigne des pattes, son petit ventre rebondit, je sais pas, sa manière de s'envoler, le côté flottant trouvait sens lorsqu'il s'agissait de représenter un oiseau. Au même titre d'ailleurs que les très belles scènes d'envolée et le rêve et les louanges depuis l'au-delà, qui elles aussi représentent beaucoup de choses des oiseaux et des choses qui existent dans un espace qui n'est pas physique et qui flottent. Le film arrive à faire des choses, mais ne semble pas avoir suffisamment de régime en fait pour exceller partout. Pour exceller pour tous les personnages, je regrettais presque que les personnages humains soient pas simplement montrés littéralement à hauteur de chat. On en voit trop des personnages humains. En vrai, c'était pas très intéressant. Enfin, c'est super en vrai que tu aies causé de Marcelino, Simon, parce que c'est exactement l'image que j'avais. Les chara-design, tout ça. J'ai vu Marcelino Panivino, c'est très très fort. Bon, il y a aussi des animaux qui parlent dans Marcelino. Voilà, on va dire que c'était un peu maladroit, quoi. Enfin, ils avaient l'argent qu'ils avaient pour faire ça, et ça devait être fait très 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 vite. Mais je dois quand même, si je veux être honnête, reconnaître cette qualité-là d'animation au film. Je trouve que Fortunata, elle a ce truc très jeune, très espiègle d'une jeune mouette qui est persuadée d'être un chat, qui veut qu'on lui donne quand même la béquille. Ça m'a donné une impression assez bizarre de voir qu'un film d'animation dans son entier était conçu dans sa manière d'animer, dans sa technique, pour un seul personnage. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant le film. Effectivement, c'est vraiment la seule chose, mais quand même de taille, que j'ai aimé dans le film, c'est que dans son dernier segment, ça va être la troisième promesse du chat Zorba faite à la mère défunte, c'est donc d'apprendre à une mouette de voler. Et en fait, c'est Zorba et toute sa bande, et ils ont aucune espèce d'idée de comment ça va se passer, puisque ce sont des chats et que c'est une mouette. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne parce que ça dépasse complètement un potentiel projet un peu les choix, les mouettes aiment ton prochain. Enfin, en fait, là, c'est un moment où la différence, elle est mise en action et plus du tout aplatie par un projet quelconque. Parce que ce qui m'a beaucoup énervé pendant tout le film, c'est que la mouette, elle est trop drôle, elle se prend pour un chat, elle appelle Zorba maman par une espèce d'instinct, ça s'appelait pas du tout à Zorba, because les mecs dans les films d'animation italiens, français et tout, même combat, mais en tout cas, ça c'est un truc qui va tout le temps être contredit. Enfin, en fait, pendant tout un tas du film, finalement, cette différence, elle est surtout refoulée, ou alors contredite, ou alors pas du tout utilisée, et là, tout à coup, les chats doivent apprendre à la mouette à voler. Il n'y a pas le choix, il faut que ça passe visuellement, il faut qu'il se passe des choses. Bah, déjà, moi j'aime beaucoup, je crois, les scènes d'apprentissage. Alors en plus, quand c'est de l'apprentissage des deux côtés, je trouve ça vraiment excellent parce qu'en fait, les chats vont devoir aller lire des encyclopédies, vont devoir faire des enquêtes de terrain, etc.
Et ce qui est assez drôle, c'est que la mouette, elle a extrêmement peur de voler, donc ils vont essayer de trouver plein de stratagèmes pour la faire voler petit à petit, comme on apprendrait à un gosse à faire du vélo, des choses comme ça. Et ils vont expérimenter des stratagèmes, et là il se passe aussi quelque chose par défaut dans l'animation, et qui sont des choses tout à l'honneur de Enzo Dallo et du film, il n'y a pas de souci, c'est pas malgré eux. Notamment, à un moment donné, la mouette n'arrivant pas à voler, les chats vont un peu se dire, bah on va essayer nos propres stratagèmes et on va bien voir si ça marche. Par exemple, ils vont se faire tracter par des éléments, par des objets qui vont à grande vitesse, ils vont s'accrocher des planches et ils vont essayer de prendre de la vitesse et faire en sorte que ça fonctionne. Ils essayent de reproduire un modèle d'appareil volant de Léonard de Vinci, ce qui est du coup très Rital. C'est assez drôle. C'est très vrai ce que tu dis. Les chats aussi essayent d'apprendre à voler pour pouvoir apprendre à Fortunata à voler. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, ils essayent de battre de leurs fausses ailes et ça ne marche pas. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est quelque chose qui typiquement pourrait très bien marcher en animation. Ça veut dire que très souvent, on a vu des personnages battre très fort des bras et ça leur permet de voler. Ou alors, les planches, c'est quand même un truc qui est un accessoire très courant dans l'animation. Et en fait, c'est pas du tout pour dire qu'il y a des films d'animation qui font n'importe quoi et que ce film-là, tout à coup, fait quelque chose de bien. C'est pas du tout ça. C'est juste que, pour boucler un peu mon souci, c'est que tout à coup, il y a une espèce de problématisation d'animation, qu'il y a des références à d'autres codes, tout ça très simplement, tout ça pas du tout de manière pompeuse. C'est juste, les choses se font tout à coup assez naturellement et c'est toute une espèce de petite séquence, plein de petites séquences d'atelier vol, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment assez réjouissant. Et c'est marrant parce que ça aussi, c'est quelque chose dont je me rappelais. Mais ce qui m'intéressait, c'est que quand je revoyais le film, c'est pas vraiment je revoyais La Mouette et le Chat, c'est que je voyais un film que je ne reconnaissais pas. Je revoyais pas du tout un film. Je voyais un film irreconnaissable. Et du coup, je me disais, par rapport à tout ce travail-là qu'on a évoqué, qu'effectivement, un film d'animation ou même pas d'animation, il a toujours un peu de vie. Il a la vie du moment où on le regarde et puis il a toute cette vie qui travaille en dehors du moment où on le regarde et peut-être que j'avais été vaguement déçue avec La Mouette et le Chat, mais une séquence qu'on ne reconnaît pas est pas forcément quelque chose de négatif. Et par exemple, moi, ces ateliers de vol, je les ai pas reconnus par rapport à quand j'étais enfant. Ils n'étaient pas du tout montés comme je croyais. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Moi, je me rappelais surtout des pattes de la mouette, etc. Et là, je me disais que c'était une non-reconnaissance positive tout à coup, parce que finalement, je pense que quand j'étais enfant, je m'en fichais un peu que tout à coup, il puisse y avoir un jeu de code, un croisement de différents films, de différents textes ou de codes. Mais tout ça pour dire, pour apporter une note plus positive, tout ce que je dis qui s'est passé négativement, entre guillemets, pour moi sur La Mouette et le Chat, peut très bien se passer pour un autre film ou même pour ce film-là. Et être tout à coup une mécanique tout à fait réjouissante de non-reconnaissance et de découverte de nouvelles choses, quoi. Ouais, moi je suis juste appuyé sur cet aspect-là, parce que je trouve ça super intéressant qu'en fait, ce changement de regard, il aille dans les deux sens. C'est vrai qu'on ne l'avait pas souligné jusqu'ici. Par exemple, les séquences que tu as beaucoup mis en avant, Alexandre, pendant le podcast, qui sont ces séquences qui changent brutalement de style d'animation et qui proposent quelque chose tout d'un coup de vraiment beau par rapport à ce qu'on a pu voir tout le film. Moi, je n'avais aucun souvenir de leur existence. Je les ai découverts avec plaisir parce que ça fait du bien. En fait, on voit le design global du film qui est quand même pas palpitant. De voir des séquences qui sont animées de manière intéressante, qui changent un petit peu de proposition, plus radicales, plus osées, plus différents en fait. Et pour le coup, bah effectivement, moi quand j'étais petit, ces séquences-là, elles m'avaient pas fait grand-chose, je pense, parce que j'en avais vraiment pas trace dans ma tête, parce que je m'intéressais pas du tout de la même manière à l'animation. Et j'étais très heureux de les découvrir aujourd'hui. Donc voilà, des bonnes surprises. C'est bien aussi de dire un peu des belles choses sur ce film, parce qu'il y en a quand même, quand on creuse un peu. Et toujours pour dire de belles choses et ne pas seulement cracher sur des œuvres qui finalement, comme tu le disais Alexandre quand on préparait cet épisode, n'ont jamais demandé à ce qu'on aille les chercher au fin fond de nos greniers et de nos souvenirs d'enfance. Je pense que ce serait bien, en mon grand rôle exceptionnel de maîtresse de cérémonie, je pense qu'il est de mon devoir de informer qui ne serait pas au courant que peut-être aussi qu'il faut remettre le film dans son contexte. Est-ce que c'est pas une phrase professorale ça? Et que Enzo Dallo finalement il vient pas de nulle part et il vient pas non plus avec toutes les aides du monde. La position de Dallo elle est particulière parce que tout simplement quand il fait son premier film juste avant La Mouette et le Chat qui est du coup La Flèche Bleue. Alors avant il a travaillé un peu pour la télévision mais il a encore jamais expérimenté la réalisation sur le long cours pour les salles de cinéma. En fait avant lui il y a eu personne pendant des années. Alors c'est pas qu'il y a eu personne, on sait jamais s'il y a vraiment personne, mais c'est que l'histoire d'animation italienne, elle est assez particulière. Alors là, honnêtement, je m'appuie beaucoup sur un article de Daria Motta publié en 2020 dans un ouvrage collectif Langue et culture dans les médias, qui est en italien. Enfin, je veux dire, je vais pas prétendre, ni pour moi, ni pour mes chers camarades qui n'ont rien demandé, qu'on est des pros de l'animation italienne. C'est juste qu'il y a des choses qui ressortent quand on commence un peu à lire là-dessus. C'est que en Italie, il va y avoir des grands écarts parfois entre une sortie en salle, entre un long métrage sort, il peut s'écouler facilement une décennie
Alors maintenant, c'est plus le cas, mais ça a pu être le cas dans les années 60 et puis après dans les années 80. Donc quand Enzo Dallo, tout à coup, se voit confier son premier long métrage pour les salles qui s'appelle La Flèche Bleue, il y a eu toutes les années 80 où il y a eu aucun, encore une fois, long métrage d'animation en salle italien. Donc ça veut dire qu'il se retrouve avec un studio inédit. Il y a Lanterna Magica, qui est aussi le studio de La Mouette et le Chat, etc. Qui, oui, a fait des choses pour la télévision, mais qui n'a pas encore fait de long métrage. Et lui n'a jamais fait de long métrage. Personne dans son équipe n'a travaillé sur un long métrage d'animation. Et La Flèche Bleue, c'est en gros ce qu'il dit, c'est un peu cette espèce d'aventure sur le tas, où ils vont faire beaucoup d'erreurs, mais quand même devoir avancer. Beaucoup d'erreurs sont conservées dans le film. La Mouette et le Chat, ça arrive juste après ça. Donc, en fait, le cinéma d'animation italien, j'ai l'impression que c'est une espèce de baisse d'activité dans les années 80, puis au début des années 90, une espèce de regain d'intérêt du pays même pour cette activité-là, donc des nouveaux programmes qui s'ouvrent, de l'argent qui tout à coup est libéré, des possibilités qui sont données, mais qui sont données à des personnes à la limite, alors je grossis les traits, en fait à la limite de l'argent, etc., mais pour des gens qui ne sont dépositaires, entre guillemets, d'aucune passation. D'aucun studio plus ancien. Alors, c'est pas vrai, il y a encore des gens à ce moment-là qui sont vivants, mais il n'y a pas une continuité exacte. Et je lisais quelque chose d'un peu intéressant dans l'écrit que j'ai évoqué plus tôt, qui disait que l'histoire de l'animation italienne, elle n'avait pas du tout ce côté course de relais qu'il peut y avoir dans d'autres pays, où en fait des studios vont suivre à des studios, où il va y avoir des espèces de connexions entre tout un tas de studios, où il va y avoir des gens plus âgés qui continuent à faire la passation vers des gens plus jeunes, mais que du fait de l'arrêt brutal à chaque fois de cette activité en particulier, on va avoir une espèce de histoire, je cite, parsemée de coups individuels et brûlants. Et en fait, à la limite, Enzo Dallo, ça a été une espèce d'île dans un océan qui s'était créé. Et c'est ça qui est aussi un peu intéressant, c'est que là, j'ai beaucoup tapé sur le film. Je pense que sa filmographie, elle n'est pas incroyable, mais elle ressort aussi toutes ces espèces de petites maladresses ou ces choses qui ont du mal à se boucler sur elles-mêmes, ou alors ces espèces d'incohérences, etc. Quelque part, elles ressortent aussi peut-être d'une histoire de l'animation dans un point donné, à une époque donnée, dans un milieu donné, qui n'a pas pu se faire de manière fluide, coulante, auto-nourrissante, entre guillemets, mais plutôt de regain à chaque fois très solitaire ou de nouvelles tentatives à la limite entourées de pas grand-chose. Par ailleurs, je crois que Dallo donc a forcément, s'est bonifié avec les années. Et je ne sais pas si vous avez aimé des films plus récents de notre cher Dallo ou si vraiment non. Alors c'est vrai que bon, explorer sa filmographie, c'est pas forcément quelque chose de... c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des films un peu plus douloureux que d'autres. Je trouve que La Mouette et le Chat, en fait, reste quand même un film qui est assez solide par rapport au début de sa filmographie. Ceci dit, je trouve effectivement que bah forcément, il a évolué avec le temps et avec peut-être une stabilisation aussi du cinéma d'animation italien, année après année, où il devait plus ressusciter quelque chose qui était derrière, qui était quasiment mort. Et je trouve que son Pinocchio, qui est sorti en 2013, est vraiment plus intéressant que les choses qu'il a pu faire avant. Alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est aussi dû à la grande implication de Matotti dessus, qui apporte bah, vraiment en fait quelque chose, vu qu'il a fait tous les décors et tous les chara-design. Donc ça fait quand même un gros morceau qui est assuré par quelqu'un d'autre et qui apporte vraiment un cachet visuel au film. En termes d'animation, il y a des choses qui sont aussi très intéressantes dans toute l'énergie qu'il met notamment dans l'animation du pantin de Pinocchio, qui est, je trouve, vraiment agréable à regarder, assez fascinante même à suivre. Au niveau de la narration, je trouve que bon, on reconnaît un peu, et puis c'est beaucoup cité aussi dans les articles qui en parlent, on reste dans quelque chose qui est finalement assez édulcoré, qui va quand même un petit peu partir du matériau littéraire et puis cacher les choses qu'il faut cacher selon lui pour ne pas les perturber les enfants, etc. etc. Mais je trouve qu'en termes moral, le film est beaucoup plus intéressant et est beaucoup plus subtil et riche que par exemple ce qu'a pu faire Guillermo del Toro avec son adaptation de Pinocchio qui est sortie, je crois, l'année dernière. Vu que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, cette version-là, je trouvais que Enzo Dallo y apportait une lumière et un propos qui était beaucoup plus... alors peut-être beaucoup moins brutal, mais en fait c'est pas grave, c'est pas grave si l'animation n'est pas tout le temps pour adultes, entre guillemets, quoi. Donc effectivement, là on est sur un film, encore une fois pour enfants, sans cet aspect pédagogique selon moi, et peut-être de manière moins uniquement liée aux enfants, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui s'ouvre plus à tous les âges, mais voilà, si jamais suite à l'écoute du podcast, et je parle même à mes partenaires de podcast, hein, si jamais vous voulez aussi redonner un peu une chance, entre guillemets, à Enzo Dallo, je trouve que c'est un film qui met beaucoup plus en avant toutes ses qualités, et qui met en avant, en fait, je trouve, tout ce qu'il y a de bon qu'on pouvait déjà entrevoir dans La Mouette et le Chat, et il va moins mettre en avant ce qui était un peu moins bon, et qu'on peut retrouver dans le début de sa filmographie notamment, dans des films comme La Flèche Bleue ou Opopomos, qui est peut-être son film le plus douloureux à regarder aujourd'hui. Après, j'avais vu la fameuse Invasion des ours en Sicile
Et là aussi, c'était pas un film qui était mauvais, c'était même un film qui était sympathique, mais je retrouvais aussi ce côté assez formaté. Et là, c'est pas forcément parce qu'il y a trop d'intrigues, mais parce que c'est très morcelé avec des petits segments de péripéties comme un conte qui font que on reste dans les pattes, dans les clous des films pour enfants, avec aussi une petite dispute familiale. Et donc, du coup, voilà, on en remet une couche sur la famille. Dans tous les cas, il y a quand même des thématiques qui reviennent un peu tout le temps dans ces films pour enfants-là, ce qui est dommage. Ce qui est d'autant plus dommage parce que une des figures les plus importantes de l'animation en Italie, avant, c'était un homme qui s'appelle Bruno Bosetto. Et Bruno Bosetto, il fait des films, enfin, il faisait des films d'animation long métrage qui étaient dans une veine beaucoup plus parodique et humoristique, quelque chose qui est assez rare dans l'animation, je dirais. C'est-à-dire que c'est extrêmement fréquent dans des sketchs qu'on peut trouver sur YouTube, pas forcément d'une excellente qualité, parfois drôles, mais souvent ça vole pas très haut, je trouve. Les films de au moins Allegro d'Anthropo, qui est une parodie de Fantasia, est vraiment un bon film qui a en plus un petit côté doux amer qui est assez agréable parce qu'on part sur quelque chose qu'on imagine comme une comédie italienne assez typique et qui gagne peu à peu de la profondeur et de l'intérêt. Je trouve ça dommage que, à cause de son statut peut-être minoritaire par rapport à la production animée mondiale, que les films italiens souffrent aussi de ce carcan de l'animation pour enfants. Et pas que j'aime pas l'animation pour enfants, en fait. Moi, au contraire, je trouve que l'animation pour enfants, c'est. Dans tous les cas, je préfère quand les films d'animation se revendiquent pour enfants plutôt qu'ils se revendiquent pour adultes. Parce que quand un film d'animation se revendique pour adultes, souvent, c'est que il veut montrer qu'il est mature et ça me donne pas, ça me met pas en confiance. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai talent en Italie, qu'il y a des dessinateurs très bons et que la BD italienne est assez importante. Peut-être que le contrepoint, ce serait Zero Calcare, le dessinateur italien, qui fait des bandes dessinées plus sur des sujets sociaux, avec un style beaucoup plus humoristique et comique, qui a été adapté en série Netflix récemment. Je crois que ça s'appelle Découpé selon les pointillés ou quelque chose du genre, qui pour le coup est pas très intéressant en termes d'animation, mais qui offre au moins une autre porte à ce que peut être la bande dessinée italienne et une sorte de bande dessinée indépendante avec des pointes d'autobiographie, quelque chose qu'on n'imagine pas trop dans la production animée de ce pays-là. Ouais, merci beaucoup Simon et Simon pour ces super ouvertures, à la fois sur la filmographie et aussi sur une espèce d'état des lieux très chouette à écouter de l'illustration et de la BD et de ce qu'a pu être l'animation en Italie. Et maintenant, nous allons passer aux recommandations, car qu'est-ce qu'un épisode dans l'intervalle sans recommandations? Et nous allons commencer par celui dont la voix nous a déjà trop manqué. J'ai nommé Alexandre Caoudel. Alors, j'aimerais en faire deux. Une plus courte parce que, à vrai dire, j'ai seulement commencé à jouer à Outer Wilds, un jeu sorti en 2019, développé par Möbius Digital et édité par Annapurna Interactive, qui nous avait déjà franchement gâtés avec des jeux comme Stray, Journey ou Gorogoa. Pour rendre à César ce qui est à César, je tiens à remercier chaleureusement la dulcinée de Simon Le Glohan qui m'a conseillé ce jeu. Et mon Dieu, c'est fabuleux. Ça consiste en fait en de l'exploration spatiale. On est sur une toute petite planète, très sylvestre, peuplée par des extraterrestres qui ont, je crois, quelque chose comme 6 yeux, qui ont la peau bleue, des oreilles d'elfe un peu. Et on doit partir à la recherche d'autres astronautes, voilà, qui sont éparpillés dans la galaxie. Et très vite, on se rend compte que cette galaxie fonctionne comme une énigme ou un puzzle, disons comme une collection de puzzles, et qu'il y a quelque chose à résoudre en un temps imparti. J'aimerais ne pas trop en dire, mais tu parlais de ce genre de narration qui fonctionne à partir d'un problème, Agathe, et typiquement là, il s'agit de ça. D'un problème que tu déroules à propos d'une civilisation ancienne qui aurait été présente, qui a laissé des vestiges non seulement sur la planète d'où l'on part et sur les autres planètes. C'est assez incroyable en fait cette sensation en tant que joueur d'avoir la manette en main en fait, mais pas la manette de joueur, mais la manette de ce vaisseau et de pouvoir essayer de comprendre l'histoire de ce système solaire là. Et je vais d'ailleurs sans doute y rejouer dès qu'on aura fini cet enregistrement, car à vrai dire, j'attends avec impatience la résolution qui va venir, je pense pas tout de suite, mais bon, je sens que ça va être très très émouvant. Mais j'aimerais juste recommander un autre
contenu duquel je dois dire, assez content de parler. C'est un film sorti en 93 qui s'appelle Verzobert, qu'on peut traduire en français par Enchanté. C'est un film allemand réalisé par un ensemble de 9 réalisatrices qui collectaient des témoignages de plus d'une douzaine de survivants LGBT de l'Holocauste, à Hambourg, pour être précis. Et ce film, une vraie archive en fait sur comment des personnes persécutées à cette époque, envoyées en camp de concentration, ont pu survivre, ont pu se débrouiller. Enfin, survivre est parfois un très grand mot, car quand on voit les images du film, c'est parfois très très dur d'entendre les personnes parler de la disparition de leur premier amour ou de leur internement dans des centres pénitentiaires pour jeunes filles, entre guillemets, difficiles. Je vous laisse interpréter tout ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Donc, le film est très dur, mais le film était aussi considéré comme perdu. J'ai découvert ce film en fait en fouillant des icebergs, en fouillant des forums, en fouillant Reddit, notamment ces parties d'internet qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle les lost media, les médias perdus. Et ce film-là, sorti en 93, ça m'étonnait beaucoup que son statut soit perdu. C'est quand même un film très récent, mais quand même très curieux qu'il n'y en ait aucune trace nulle part sur Internet. Pas un petit lien de téléchargement illégal sur je ne sais quel site russe obscur ou que sais-je. Il n'y avait rien du tout. Quelques photos, des résumés, une fiche IMDb, une page sur le Lost Media Wiki. C'était assez mince. Et j'ai lancé une annonce à un moment donné sur un forum. Et il se trouve qu'il y a une édition DVD qui doit pas être un très gros tirage. Et j'ai réussi à édition par du coup Salzgeber. Et j'ai réussi à me procurer un exemplaire que j'ai éhontément ripé et que j'ai rendu disponible sur YouTube. Et arrive le moment où je suis très content, c'est que non seulement la page de Verzobert sur le Lost Media Wiki a été actualisée avec le nom de ma chaîne YouTube en tant que découvreur, j'étais très content. Et encore mieux que ça, il y a un YouTuber que vous connaissez sans doute qui s'appelle Blame It on Jorge, qui est un youtubeur, disons, spécialisé dans les curiosités culturelles. On parlait de trauma d'enfance devant des dessins animés dont on a oublié l'existence. Il a fait de nombreuses vidéos sur les épisodes perdus de Sesame Street, de Bob l'éponge, de vieilles publicités un peu trop sérieuses devant lesquelles des enfants se seraient retrouvés tard dans la nuit, par exemple, ce genre de choses. Et il a évoqué ma découverte du film, du coup, bon, qui n'était pas si perdu que ça au final, mais il en a parlé lors d'une longue vidéo où il revenait sur un certain nombre de films qui sont pour la plupart considérés perdus et ne seront sans doute jamais retrouvés car beaucoup de films sont entièrement détruits du fait de la friabilité de leur support. Mais en l'occurrence, celui-là, voilà, je suis bien content d'avoir été le pirate qui n'a pas respecté le droit à l'image et tout team pour rendre disponible ces témoignages qui sont somme toute présentés de manière très austère. Hein. On n'est pas sur un chef-d'œuvre du documentaire, mais complète une partie manquante d'une histoire qui est très importante à raconter selon moi. Et autant laisser parler les premiers et les premières intéressés. Bien, merci Alexandre. Je passe maintenant la parole à Simon Eius. Très bien, donc après ces témoignages solennels, je vais recommander des bandes dessinées beaucoup plus rigolotes selon moi. Euh, Deux bandes dessinées qui sont faites d'ailleurs par des artistes qui officient pas que dans la bande dessinée. Donc la première, c'est une BD qui s'appelle Aujourd'hui de Loïc Froissart. Loïc Froissart, qui est plutôt un illustrateur qui est surtout connu pour ses œuvres, qui a notamment collaboré avec des musées et compagnie. Il a publié une bande dessinée pour enfants. Bon, ça, c'est à débattre. Ça ressemble pas trop à Tom Tom et Nana, encore que dans une maison qui s'appelle l'Artichaut, qui est quand même assez déconcertante par rapport à ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que la bande dessinée est construite de manière extrêmement minimaliste autour de tranches de vie dans une école, autour d'une journée avec des personnages qui sont à peine caractérisés, sinon par des boules de couleurs. Le trait est très simple. On est dans des grandes architectures où on peut facilement se perdre, hein, comme si il s'agissait d'une adaptation en bande dessinée d'un film de Jacques Tati, avec à chaque fois des petits personnages qu'on va retrouver avec leurs histoires, qui sont toujours mis par touche et qu'on peut manquer si on prête pas attention, mais qui, je trouve, sont assez émouvantes, sont montrées avec une sorte de subtilité et une attache au décor et à la vie de cette école-là que je trouve très bien décrite et qui décrit
également bien les sentiments que peuvent être ceux d'un enfant ou même d'un adulte qui évolue dans un établissement scolaire, avec des paroles qui se chevauchent, qu'on a du mal à rattraper, qu'on attrape en vol, des caractéristiques et des comportements qu'on ne comprend pas réellement quand on est adulte, qui arrivent de manière inopinée, parfois sans qu'on sache réellement d'où il vient. Donc, ces incompréhensions de l'enfance, mais également ces codifications qui, pour les gosses, font extrêmement sens les uns avec les autres, doublées avec une sorte de subtilité dans la narration, fait que le livre est pas forcément très accessible, surtout pour des enfants, mais en même temps, il est complètement accessible pour des enfants qui auraient pas l'habitude de lire de la bande dessinée, on va dire un peu formatée. Et on parlait d'un formatage dans l'animation. Je trouve que cette maison d'édition, l'Artichaut, offre peut-être d'autres moyens ou d'autres visions de ce que peut être une bande dessinée pour enfants, qui est assez chouette, même si je suis pas sûr que ça touche forcément les intéressés. Mais je trouve ça chouette que ça existe. Et donc, du coup, aujourd'hui, Loïc Froissart. La deuxième bande dessinée que j'ai aimée, c'est Mock de Louise Alexeyev. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est aussi une artiste plasticienne, entre autres. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui se voit envahie par un colocataire inopiné qui s'appelle Mock. Et qu'est-ce que Mock? C'est une sorte de feuille translucide qui peut prendre mille et une formes, qui peut se mettre dans des vases, qui peut se coller au mur pour se cacher, etc. Et qui ne fait pas vivre à l'héroïne un enfer non plus, mais qui l'embête un petit peu, on va dire. Et cette bande dessinée, si je l'ai aimée, c'est déjà pour son histoire et l'amitié qui se crée entre elle et Mock, mais c'est surtout par rapport à une mise en page très fragmentée, très belle. On sent qu'il y a un rapport au graphisme qui est important chez cette personne, chez l'autrice, et à l'architecture, puisque l'héroïne est aussi une architecte. Et les décors vont là aussi être très minimaux, vont reposer sur des lignes très simples, mais ces lignes simples vont être saisissantes et vont avoir quelque chose qui, contrairement à l'aspect d'observation de aujourd'hui dont je parlais avant, vont être beaucoup plus expressives et vives, et vont aller vers une forme d'humour qui est assez chouette, avec quand même un côté arty dans la présentation. C'est vraiment une chouette bande dessinée assez simple. Le sujet est pas celui qu'on a le moins vu dans bande dessinée, c'est-à-dire la vie d'une jeune fille et ses turpitudes, avec un petit côté décalé. Mais dans le genre, je trouve que c'est vraiment une bande dessinée très réussie. Eh bien, merci également à toi, Simon, et je demande désormais à Simon Le Glouan quelles sont ses recommandations. Alors moi j'ai changé en cours de route en fait, j'ai été inspiré par autre chose. Déjà j'appuie la reco d'Alexandre hein, de Outer Wild, moi je pense que c'est potentiellement la meilleure expérience de jeu vidéo qu'on puisse espérer avoir aujourd'hui. Enfin je pense que Alexandre quand tu l'auras fini tu le re-recommanderas parce que tu verras ce que ça fait après. Mais moi je vais parler d'autre chose, enfin d'un truc qui en fait est aujourd'hui devenu assez commun parce qu'il a été beaucoup recommandé. Donc c'est pas seulement une recommandation d'une œuvre, mais ça va plutôt être une recommandation aussi d'une manière de consommer une œuvre. Moi je vais parler d'un mode qui s'appelle myhouse.wad. Je pense qu'il y en a qui en ont entendu parler par ici. Donc en fait, myhouse.wad, en gros, c'est un mode, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a utilisé le code source de Doom, Doom 2 en l'occurrence, pour fabriquer un truc à lui. Et donc ça a été beaucoup popularisé, enfin la popularité en fait de ce mode a explosé parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, notamment côté francophone, Feldu qui est très connu, donc qui a forcément rendu visible ce mode à beaucoup de gens, mais qui a aussi fait beaucoup de dégâts parce que beaucoup de gens ont vu ce mode forcément à travers sa longue vidéo et ne l'ont pas expérimenté par eux-mêmes, ce qui n'est pas grave, mais ce que moi je recommande ici fortement de ne pas faire, voilà, ce sera mon rôle ici, parce que je pense que c'est une œuvre assez phénoménale à expérimenter sans connaissance de cause. Donc l'idée en fait, ce mode de Doom en fait c'est une creepypasta en gros. Creepypasta, l'idée c'est que c'est donc l'idée de prendre un jeu et d'aller en fait avoir tout un storytelling autour de ce jeu, comme quoi il serait hanté par quelque chose d'un peu surnaturel qui le rendrait plus étrange. Et ce qui fait qu'il y a certains endroits du jeu qui vont être un peu déformés, qui vont être un peu anormaux, qui vont perturber en tout cas le joueur ou la joueuse. Et donc le concept à la base de ce truc-là, c'est que c'est quelqu'un qui s'appelle Veg, c'est son pseudo, qui est allé un jour sur un forum de partage de mode de Doom, et qui a partagé ce mode en disant voilà, qu'il avait fait un mode en hommage à un ami qui était décédé. Donc il a repris un mode que l'ami était en train de faire, qui était un mode qui représentait sa maison d'enfance. Et donc il avait décidé, en hommage à lui, de le finir et de le poster sur les réseaux. Et donc rapidement, il crée un storytelling aussi autour de ça en disant que ouais, c'était bizarre que quand il travaillait sur le mode, il avait des cauchemars étranges, qu'il avait l'impression qu'il y avait des bouts de code qu'il avait jamais codé lui, mais qui apparaissaient dans le truc. Bon,
cet aspect-là, en fait, du truc m'a pas forcément énormément charmé de base, parce que je trouvais que c'était un petit peu à gros traits et que c'était vraiment un peu le cliché de la creepypasta habituelle. Mais il s'avère que, en s'essayant à ce truc-là et en découvrant tout ce qui se cache à l'intérieur, j'ai vraiment passé un moment assez terriblement marquant quand même. Je pense que c'est mon expérience la plus marquante de jeux vidéo depuis très longtemps, et puis on n'aura sans doute pas une comme ça avant un moment. Parce que du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que donc, je suis parti explorer ce mode, et qu'est-ce qui se cachait à l'intérieur, qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière ce truc. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai exploré au maximum ce que je pouvais y trouver, et ensuite j'ai fait dérouler en fait le fil de discussion du forum où il avait été posté son truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de découvrir des choses par moi-même et de voir au fur et à mesure ce que les gens allaient découvrir, ce que les gens allaient faire surface en fait à l'intérieur de ce truc-là. Et donc j'ai vraiment vécu l'expérience de l'exploration partagée, alors à 2 lignes temporelles différentes, mais j'ai vraiment eu l'impression d'explorer avec ces gens tous les secrets qu'il pouvait y avoir derrière ce truc un petit peu terrible. Et c'était intéressant parce que des fois je trouvais des trucs avant eux, des fois je trouvais des trucs après eux, des fois ils m'aidaient, des fois je les aidais, alors sans les aider vraiment, mais j'avais l'impression d'avoir fait une découverte de dingue. Ce qu'on peut pas évidemment faire quand on a toutes les infos d'un coup sur une page wiki ou sur une vidéo de youtubeur, quoi. Et donc moi ça m'arrive rarement d'avoir des sessions comme ça, j'ai vraiment ouvert le truc à 14h et vraiment à 20h j'ai arrêté, et j'ai pas arrêté entre les deux, ce qui est assez exclusif pour moi qui a des sessions en général de jeu assez compartimentées. J'étais vraiment hypnotisé par ce truc et j'avais l'impression que je pouvais pas en fait m'arrêter d'aller l'explorer, d'aller découvrir tout ce qui se cachait à l'intérieur, d'aller comprendre en fait ce que c'était que ce truc. Et quelque chose qui est assez marrant, c'est que c'est ce que je dirais peut-être pour finir de le vendre, c'est que c'est une creepypasta qui marche vraiment. C'est-à-dire que c'est un mec qui dit j'ai codé ce truc, j'ai fait des cauchemars tout le temps, je comprends pas, n'y jouez pas. Surtout n'y jouez pas et tout. Ça s'est posté sans que je le veuille vraiment. C'est pas la version que je voulais qui a été postée sur les forums et tout. Résultat, en fait, ce qui a fini de me terrifier avec ce truc, c'est que j'ai vraiment, suite à cette expérience, fait des cauchemars pendant toute une semaine en lien avec ce que j'avais vécu à l'intérieur. Donc je me suis dit, ça y est, le mojo est passé, je suis contaminé, c'était vrai, c'était une vraie creepypasta. Et donc bon, ça s'est calmé depuis. Mais voilà, ma recommandation, vous téléchargez le truc sans connaissance de cause et vous suivez le fil du forum, parce que sinon vous allez galérer. C'est un truc qu'il faut vivre collectivement. Donc voilà, myask.wad, c'est une recommandation de façon de vivre un truc. Merci bien. Moi, je vais faire la recommandation la plus courte du monde, car je n'étais pas inspirée pour cet épisode. Mais je pensais très fort à des albums jeunesse que j'avais recroisés sur ma route ces derniers temps. Et donc, je vais vous parler ce soir de L'œuf de Mimosa, qui est un album jeunesse pour les enfants de 0 à 3 ans, de Bénédicte Guettier. Bénédicte Guettier, qui est notamment connu pour tout son travail autour de l'âne Trotro, qui est certainement une œuvre pour enfants qui est juste incroyable, mais ce n'est pas ça dont on va parler ce soir. Bénédicte Guettier, elle a fait en 2011 un petit livre qui s'appelle L'œuf de Mimosa. Ça fait maximum 8 pages, donc vous mettrez moins de temps à regarder à lire l'œuf de Mimosa qu'à regarder La mouette et le chat. Et du coup, l'œuf de Mimosa, c'est tout simplement l'histoire de Mimosa. Alors, le livre, qui fait donc 8 pages, il est en forme d'œuf, ce qui nous rappellera la thématique d'aujourd'hui. Et dans cet œuf, il y a le poussin Mimosa qui attend que son œuf éclose, ou du moins qu'il puisse sortir dans le monde réel. Déjà, je voudrais noter qu'il y a quand même un jeu de mots très sanglant avec l'œuf de Mimosa, parce que Mimosa est absolument adorable, mais Mimosa, c'est aussi une technique pour apprêter les œufs durs en mélangeant les jaunes d'œufs à de la mayonnaise pour les rendre meilleurs. Donc je ne sais pas si Bénédicte Guettier l'avait voulu, mais en tout cas on remarque déjà une double lecture très riche finalement, autant pour les enfants que pour les adultes. Et ensuite, pendant les 8 pages, c'est la vie trépidante de Mimosa dans son œuf. Et là encore, finalement, en très peu de pages, l'œuf de Mimosa montre des ressources que le cinéma d'animation de Enzo Dallo n'avait, à mes yeux, pas encore montré, notamment le fait que, bien que ce soit un œuf, Mimosa est très rarement au centre de son œuf et va lire des BD ou écouter la radio dans les périphéries de sa petite maison. Et je ne révèle pas la fin de ce livre jeunesse absolument génial. Et vraiment, c'est pas juste une blague, c'est quelqu'un dont j'adore le travail, et l'œuf de Mimosa, c'est vraiment un chef-d'œuvre à croiser un jour en bibliothèque, et c'est publié chez Casterman Jeunesse. Voilà. Il est venu le temps pour nous de nous quitter. Alors déjà, je vais remercier tous les gens qui ont participé bravement à ce podcast, et participé en s'engageant réellement, parce qu'on aura compris que cet épisode n'était pas n'importe lequel de tous nos épisodes. Ensuite, je vais remercier très chaleureusement Alessia Skianov, qui tout simplement nous a fait la traduction d'une petite vidéo.
une vidéo qu'on avait trouvée sur YouTube, une vidéo de Dario Mocca, qui était un entretien avec Denzo Dallo, et Alessia nous l'a traduite, et c'était vraiment d'une aide assez incroyable, parce que c'est clairement une des pièces centrales de la bibliographie de cet épisode. Ensuite, je vais évidemment remercier Calvin Ball Consortium pour nous avoir permis d'enregistrer l'enregistrement du podcast en général, et je ne peux que vous encourager à écouter leur podcast et également à visiter et pourquoi pas soutenir leur Patreon, parce que ça les aide, ça nous aide, ça aide tout le monde. Et désormais, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne suite d'existence et bon vent à tout le monde, pour reprendre Simon et Yus. À plus. Salut! Bisous.